Salut tout le monde, c'est Full Panda. Bonjour, c'est Olivier Grégoire. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde dans le chat, bonsoir les copains, c'est Macmillan. On va passer ensemble une petite heure, voire plus, avec notre invité qui évolue dans le monde ludique. Alors lui, il a 2 casquettes, vous verrez même peut-être même plus. Et c'est notre 4e ou 5e BGF Talk, Full Panda, je me souviens plus très 5e, bien. hein. C'est le 5e, ouais. Et donc, écoutez, on va peut-être blaguer 2-3 secondes le temps que tout le monde arrive sur le chat. Il y a déjà pas mal de monde, non? Qui c'est qui suit le chat là? Bon, je vais regarder un petit peu. Ouais, les gens vont commencer à Il y a arriver. déjà nos amis, nos habitués, plus des nouveaux, espérons. Olivier, tu es familier avec l'univers de Twitch? Tu regardes des vidéos ou sur YouTube ou c'est quoi ton lien un peu avec la... Non, pas vraiment. Pour être tout à fait honnête, non. Bah, écoute, après, il suffit de commencer, tu verras. Après, c'est super addictif. Tout à fait. Et voilà, Ouais, il faut un ça va être une future chaîne de télévision, je crois. Ouais, il me semble Alors aussi. voilà, normalement, de toute façon, dans Désolé. les premières minutes, ça fait partie aussi, on fait un petit peu les réglages. Ouais. Et tiens, remercier déjà à l'avance Nico, comme d'habitude, Mhm. toujours efficace, prêt à rebondir sur les caméras qui s'éteignent, Ouais, les on a une régie changements. au top. Changement de position. Alors, Full Panda devient Olivier, là, l'espace de... Voilà, désolé, je suis là. Et voilà. Bien. Et Full Panda Yep. prend sa place, donc on est tous là. Ouais, je peux Bien. m'improviser Olivier, mais je suis pas sûr que ça marche des masses. Alors, on va commencer avec la Mhm. première question, la question habituelle. Donc, Rituel, ça devient rituel presque. le rituel, oui, c'est ça, traditionnel. Mhm. Donc, dans ce Bruxelles Game Festival, la chaîne Twitch, la première question de nos invités, c'est quel est leur lien? Donc, en l'occurrence, toi, Olivier, quel est ton lien ou plus exactement, un souvenir du BGF, quelque chose qui t'a marqué, peut-être au début, on aime bien les vieilles histoires, des petites anecdotes ou ce genre de choses. Moi, ça peut pas être plus vieux et plus ancien que ça, puisque mon souvenir, c'est vraiment la toute première édition, qui je sais même pas si ça s'appelait encore, enfin déjà le BGF. C'était à la Tentation en fait, hein, en plein centre-ville. Voilà, donc en fait, c'est lié à la fois à mes 2 casquettes parce que j'avais animé pour la première fois, je venais d'être engagé chez Ludéo et j'avais animé pour la première fois une table là-bas. Ou c'était pour Ludo SBL, enfin je sais même plus. Mais et ma compagne en fait a retrouvé une photo par la suite. À l'époque on se connaissait pas et elle a retrouvé une photo en fait de moi en train d'animer. Donc c'était assez rigolo comme souvenir. C'était vraiment les tout débuts, donc ouais, c'était marrant. C'était assez inédit en fait comme truc. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais déjà le prototype de ce qui deviendra Hope après, qui est plus ou moins mon premier jeu édité, et qu'il y avait Sébastien Dujardin qui tournait autour du jeu. Il disait, waouh, c'est marrant ce truc, parce que c'est un plateau, c'est vrai qu'il est assez spécial. Donc voilà, en fait, et ça m'avait mis en confiance de me dire que même un Sébastien Dujardin pouvait être intrigué par un jeu que j'aurais éventuellement commis. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un souvenir de me dire, ah tiens, je rentre dans un chouette milieu, avec des chouettes gens, plein de créativité, très foisonnant. Puis à l'époque, en plus, c'était, voilà, on pouvait un peu se sentir un peu pionnier, en plus, comme ça, c'était assez gai. Ah ben, là, c'est le cas de le dire, la tentation, c'était même, si je m'abuse, Full Panda, tu me reprends si je me trompe, comme on a reçu les anciens, les créateurs du BGF, c'était les Exact, ouais. prémices, c'est presque lors de cette soirée ou la soirée de clôture que le BGF est né, quoi. C'est grâce à ça que l'idée du BGF est née en fait. Ouais, Donc, ça Et alors, Sébastien Dujardin, on peut le préciser, c'est un auteur de jeux à succès et éditeur de chez Pearl Game notamment. Et il y avait de très très bons jeux. Qu'est-ce qu'on pourrait citer? Solenia et Black quelque chose, je me souviens plus du nom. Angel, tout ce qui est 3 et tout. Et je me souviens qu'à l'époque, à la Tentation, il sortait Gengopolis. C'était à l'époque, ouais, un des premiers jeux de Pearl, en fait, de Pearl Games. Ouais. ouais, Ça nous c'est rajeunit pas pas. mal aussi.
Ouais, En même ouais, temps, c'est vrai. ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que souvent quand on fait référence à ce moment-là, on a l'impression que c'était il y a super longtemps. Et en fait, il y a pas si longtemps que ça, en fait. Il y a pas 10 ans, en fait. Et Mmh. donc ça montre bien l'évolution énorme qu'a pris, beh, qu'a eu le festival finalement, Ouais, ouais. mais bon, Ouais, tout à fait. mais la preuve en est que Ouais, ça couvait quoi. Tout le monde avait, cette envie, que quelque chose se passe Et en fait, ouais, si ouais, je peux me permettre, mais j'ai un 2e souvenir qui est lié un peu à ce que tu dis là. Tu me coupes, hein, si je suis trop long. mmh, oui, oui, Heu, vas-y, vas-y. C'était, je sais plus, je pense que c'était il y a 4 ans, 5 ans. Je rentrais de vacances, mais en plein milieu du BGF. Et donc le samedi soir, je me dis: «Ah tiens, je vais faire un tour là-bas, je vais aller voir les potes». Et puis dans la grande tente là, et puis j'arrive et je vois personne que je connais, quoi. Je dis: «Bah allez, normalement, je connais plein de joueurs et tout». Et puis il y avait la ludothèque qui était au fond. Je fais un peu la file pour aller dire bonjour quand même à un ou deux personnes que je connaissais là. Et puis je vois des gens, il était bien déjà 11h, minuit. Hein. Et je vois des gens qui demandent ah, je voudrais un jeu, ah, on vous propose Carcassonne. Et la personne ne connaissait pas Carcassonne. Et je me suis dit, oh, attends, en fait, au début, j'étais un peu déçu de connaître personne. Puis après, je me suis dit, mais c'est génial que je connaisse personne. Parce qu'on n'est plus entre nous, entre geeks là, de communauté. Il y a même des gens qui ne connaissent pas Carcassonne et qui sont encore là à 1h du matin. Quoi. Et là, je me mmh. suis dit qu'il y avait vraiment un tournant, en fait. C'était ouais, 3-4 ans. Qu'en fait, bah voilà, on n'était plus obligé d'être un gros geek pour passer une nuit entière en fait, à jouer sous une tente alors qu'il faisait 43 degrés. Voilà. Et là, je me suis dit, tiens, on est dans un tournant, en fait. Donc, en fait, c'est marrant parce qu'il y a ce côté pionnier, il y a une dizaine d'années à Tentation. Et ce côté charnière un peu où on sent que bah voilà, le jeu de société rentre dans les mœurs, les gens viennent là comme ils iraient au cinéma une fois par semaine, sans être forcément des gros geeks. Quoi. Donc voilà, c'est un peu les deux souvenirs charnières du BGF comme ça. Mais c'est une des facettes effectivement du monde du jeu de société qui est pas forcément easy d'accès quoi. C'est pas facile d'accès, mais finalement une fois qu'on franchit un petit peu le seuil, on se rend compte qu'il y a tout un univers et rempli de personnes qui sont, avec beaucoup de bienveillance en fait. Clairement. C'est un monde, Ouais, c'est ça. passionné C'est quoi. plus niche comme presque comme avant, quoi. C'est vraiment démocratisé à fond, Tout à fait. notamment, bah, avec, la pluralité de types de jeux qui existent maintenant, c'est un truc de fou donc et c'est dur à suivre comme actualité, quoi, maintenant. Et Faut notamment vraiment grâce être au courant de tout. aux événements aussi que sont les Mmh. festivals, qui sont Mmh. devenus aussi très grand public, hein. Notamment celui de Bruxelles où avec un accès, 360° autour du parc, clairement, tu passes Ouais, par là, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un petit tour, quoi. ouais, bah, on espère en tout cas l'année prochaine pouvoir y retourner, Verrons. puisque cette année, c'est une édition spéciale, on en a déjà parlé. On vous présentera d'ailleurs le programme la semaine prochaine. Mais c'est vrai que c'est un BGF on Tour, donc on sera un peu partout dans Bruxelles, plutôt qu'à un endroit fixe. Donc voilà. Bien. Alors on va faire Mmh. un petit parcours, sur, ta première casquette qui est, d'être acteur au niveau de la création de jeux. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu alors tu vas pas nous faire ton CV Mmh. forcément, mais tu vas le faire peut-être autour d'anecdotes, d'éléments Mmh. marquants que tu as retenus en fait, heu, par Alors, rapport à alors ça peut être long, hein, donc surtout vous n'hésitez pas à me couper, j'ai pas envie de faire le Mmh. vieux papy qui raconte sa vie. Euh, Alors comment ça a commencé tout ça? Enfin, moi j'étais réalisateur à la RTBF en fait. Hein. Voilà, je travaillais pour l'ennemi. Je m'amusais beaucoup, hein, mais à un moment donné, je rentrais le soir, je n'étais pas très fier de ce que je faisais. Surtout quand on m'a demandé de commencer à faire des bandes annonces pour The Voice. Et donc j'ai fait beaucoup de bénévolat pour Ludo ASBL et ainsi de suite. Puis voilà, je suis rentré dans le milieu du jeu et j'ai commencé à avoir une communauté à beaucoup jouer. Mais il n'y a rien à faire, j'ai quitté la RTBF. Il y avait tout ce côté un petit peu créatif en fait qui me manquait. Je me suis dit, oh, tiens, j'aimerais bien faire des jeux, mais j'y croyais pas. Un joueur sur deux veut faire des jeux. Je me disais, pourquoi moi, tout d'un coup, je vais faire des jeux. Enfin voilà. Et puis voilà, c'est beaucoup d'inconscience en fait. Hein, et mais comme je le dis, ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé à faire un jeu. En fait, j'avais envie de faire une boîte parce que j'aimais bien chipoter sur InDesign avec mon nom dessus, un nom, un truc qui ressemble à un jeu, mais je m'en foutais même s'il y avait des règles ou pas. Et en fait, c'est comme ça que voilà, c'était une pièce du bricolage. Je m'amusais. J'ai encore la boîte ici d'ailleurs. Voilà, c'était ça. C'était un cadeau de Noël homemade pour ma belle-sœur à Noël. Il n'y a pas de règles, hein, il n'y a rien dedans, il y a juste du matériel et une petite idée qui viendra haut après, mais comme je disais, voilà, c'est ma fille qui avait fait les figurines comme ça, bon, c'est un peu ridicule. Et puis voilà, donc j'ai commencé à faire des jeux, et puis alors, à vouloir faire ce jeu, et puis voilà, c'est compliqué, donc je vais faire vite, mais c'est vrai que j'ai rencontré Thibaut Quintence, en fait, éditeur maintenant de Acting Games,
et co-auteur de Piratoons et de Aya avec moi. Et donc, je l'ai rencontré avant même qu'il rentre, parce que lui, il est en train de faire le tour du monde avec ses jeux, mais je connaissais sa sœur, enfin voilà. Et puis quand il est rentré, on était boire un verre au Belga, parce que moi j'avais organisé une exposition de ses photos, enfin bref, on s'était jamais vu. On était déjà potes avant de se voir. Et puis ça a bien marché, puis il a dit tiens, on ferait pas un jeu ensemble. Je dis oh, oui, si tu veux, allons-y. Et puis on a commencé à délirer sur Piratoons, puis on a bossé sur Piratoons avec plein d'idées, machin. Enfin, c'était, voilà, j'ai découvert en fait ce que c'était aussi faire la création à deux. Alors en fait, c'est Piratoons, c'est les chasseurs d'étoiles de la 6e dimension, où j'ai fait ça en parallèle. Et puis j'ai eu l'inconscience d'inscrire la 6e dimension au concours de création de Boulogne-Billancourt. Alors contre toute attente, j'ai gagné. Et voilà, donc ça met en confiance en fait. Et voilà, Piratoons finalement est sorti, Thibaut l'a auto-édité. Et puis la 6e dimension, c'était un jeu très très particulier. Donc c'est pas parce qu'il avait gagné à Boulogne qu'il a été édité. Personne n'en voulait en fait. Tout le monde trouvait l'idée, oh, c'est rigolo et tout, mais bon, voilà, personne n'en voulait tellement c'était space quoi. Et puis aussi justement, c'est intéressant, tu soulèves une des particularités de ce monde, c'est que il y a d'un côté la partie artistique de création, et ensuite la partie un peu plus économique de l'édition. Et quelquefois, voilà, on peut. La rencontre ne se fait pas, ça arrive. Voilà, tout à fait. Alors, on se dit que le public n'est pas prêt. C'est finalement la grosse boutade qu'on fait à chaque fois. Mais c'est sûr que si chaque proto devait rencontrer un éditeur, moi j'aurais 300 jeux édités. Hein. Donc, ce que je dis toujours, hein, avant d'avoir une idée, il y en a, sur 10 idées, il y en a une qui germe. Sur 10 idées germées, il y en a 10 qui deviennent un proto. Sur 10 protos, il y en a un qui aboutit. Et sur 10 protos aboutis, il y en a un qui trouve un éditeur. Quoi. Et après ça, tu as une chance sur 10 d'avoir un petit succès. Donc, je veux dire, enfin voilà, c'est un truc de taré. Je comprends pas en fait. Moi, si quelqu'un me dit je veux créer des jeux, je lui dis arrête tout de suite. Enfin, faut être un peu taré en fait. Quoi. Il faut y passer ses soirées. Voilà. Et il faut beaucoup de chance. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chance aussi, je crois. Donc, bon, il faut la force aussi. Hein, notamment Théo Rivière en fait, qui mettait en évidence exactement ce que tu viens de dire, et qui justement donnait comme conseil, parce qu'on demande toujours quelques petits conseils aux personnes qui ont créé des jeux pour les éventuelles personnes qui se lancent et qui nous suivent. En fait, l'idée de base, c'est quand tu es passionné, en fait, tu fais des choses, en fait, et c'est d'en faire de plus en plus, non pas forcément avec une vision d'être édité, même si c'est un objectif qui est tout à fait sain en soi, mais surtout l'objectif de passer du bon moment. Mais j'ai l'impression que, d'après ce que tu viens de décrire dans ton parcours, en fait, tu fais comme beaucoup d'auteurs de jeux, en fait, vous faites ça parce que vous pouvez. C'est plus fort que vous, finalement, en fait. Ah oui, ouais. C'est clairement c'est ça. Et je pense, en tout cas dans mon cas, j'y pense quand je m'endors, j'y pense quand je me réveille, j'y pense quand j'ai insomnie, j'y pense quand je bouffe, j'y pense quand je fais j'y pense tout le temps. Je veux dire, jouer un réverbère, je dis, oh, tiens, on pourrait en faire un jeu. Voilà, enfin, il faut vraiment être un peu taré, un peu obsédé. Je pense pas que c'est une règle, mais en tout cas, c'est mon cas. Je pense qu'il y a pas mal d'auteurs de jeux pour qui c'est le cas, quoi. Ouais, c'est clair qu'il faut penser qu'à ça et faire que ça. Et effectivement, comme tu le dis, il faut avoir du plaisir pour le faire. Alors, je pense qu'avoir l'idée de se faire éditer un jour, c'est un chouette cap, en fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Mais c'est un chouette cap parce que c'est intéressant de penser un jeu pour un public et pas seulement pour soi. Et donc, mais ça, on en parlera peut-être plus tard. On est peut-être plus dans le développement et après. Mais c'est vrai qu'il faut avoir plaisir à le faire, quoi, tout simplement. Moi, il n'y a rien le soir quand je dis, oh putain, j'en fais une soirée de lit pour travailler sur mes protos. Ça fait 10 ans que ça dure et j'ai pas dit que c'est les meilleures soirées que je passe, mais c'est vraiment hyper excitant et j'adore, quoi. Voilà, j'ai le plaisir au moment où je le fais, de le faire. Sinon, ce serait pas possible. Pour moi, ça a jamais été un truc. Faut que je me mette à mon proto, quoi. Ça m'est jamais arrivé. En fait. Ouais, c'est bien de souligner effectivement que c'est une espèce de mindset à avoir, que voilà quoi, c'est pas un petit projet. C'est vraiment un gros travail derrière, quoi. Enfin voilà, moi je déteste les recettes, hein, donc là je parle de moi de mon cas. Après, moi je connais des gens qui ont fait des jeux en y pensant 5 minutes et puis ça passe. Hein. Bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, hein, mais c'est pas. Ah oui. Et je pense aussi qu'il faut une grosse culture ludique. Hein. Bon, moi je viens un peu du cinéma et de la télé. Je veux dire, si on n'a pas vu 5000 films, c'est quand même difficile de faire un film. Ça arrive, hein. Il y en a qui le font. Hein. Parce c'est pas seulement intellectuel, je veux dire, ça rentre dans les pores de la peau. Il y a des trucs qui. Voilà, si on n'a pas joué à 5000 jeux, je dis pas que c'est pas possible,
Mais c'est compliqué. Marc, non, pas Marc Bouvier. Comment il s'appelle celui qui a fait Rallyman? Bouvier, un mec hyper sympa en plus. Bref, lui, il a fait un jeu comme ça. Il avait pratiquement jamais joué à un jeu de sa vie. Il était juste passionné de rallye. Et puis en fait, il a fait un truc génial, quoi. Hein. Bon, ça arrive, hein. Mais bon, c'est quand même de plus en plus rare. Il faut quand même avoir une. Et Oui, c'est ça, au culture, moins. c'est pas seulement connaître plein de jeux, c'est aussi pouvoir analyser son propre rapport au jeu, son propre profil de joueur, ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est Oui, ça, en il même temps, connaissait au moins bien la thématique, dans laquelle il a créé le jeu, quoi. Donc c'est vrai oui, que c'est ça. c'est ça aussi. C'est un mélange de thématiques, de mécaniques, c'est l'expérience qui fait que, on arrive à combiner ça au mieux, quoi, effectivement. Et ensuite, il y a aussi tout un travail et là, quand tu parles parce qu'en fait, tu utilises beaucoup le mot prototype et en fait, c'est ça, c'est exactement ça, en fait. Un jeu, avant qu'il devienne jeu, c'est jamais qu'un prototype, quoi, quel qu'il soit. Et c'est surtout maintenant, hein, parce qu'on a fait un petit peu le tour de quelques éditeurs et c'est un peu le truc qui ressort, c'est que de plus en plus, les prototypes sont de très bonne qualité et donc ça devient aussi une qualité à avoir de savoir, quand on va proposer nos prototypes, savoir le mettre, en valeur aussi, quoi, quelque part. Mmh. Ouais, c'est sûr, c'est compas. Alors bon, moi j'adore chipoter InDesign et tout. Je suis pas graphiste, hein, j'ai pas le talent du graphisme, mais je connais les outils. Ouais, c'est à double tranchant. Enfin, moi, une fois de plus, je trouve qu'il n'y a pas de règle. J'ai fait Dreams avec Zor en Allemagne. Enfin, eux, ils s'en foutaient si le proto était moche, il était moche. Il y en a d'autres qui sont plus sensibles à ça et tout. Pour moi, un prototype, c'est un scénario, en fait. Et donc, s'il est trop fini, l'éditeur ne peut pas forcément s'investir dedans, trop fini graphiquement et même mécaniquement parlant. Voilà, c'est comme un bon scénario, c'est aussi quelque chose qui propose quelque chose à un réalisateur. Et si on considère que l'éditeur est parfois aussi un peu réalisateur, enfin producteur et réalisateur, voilà, c'est vraiment se dire voilà, ça c'est possible. Il y a des choses que j'ai pas décidées parce que bah, ça sera une question de ligne éditoriale, de rencontre entre nous, de public, ainsi de suite. Il y a des choses que j'ai décidées qui pourraient bouger. Enfin voilà. Mais donc c'est une sorte de proposition qui doit être à la fois aboutie, à la fois pas aboutie. Puis ça dépend j'allais dire des réalisateurs, beau lapsus. Ça dépend des éditeurs aussi qui vont le recevoir. Ouais, c'est compliqué cette histoire de prototype. Hein. Mais bon, quand on voit Étienne pour Bruxelles, moi j'ai eu la chance de jouer à son tout premier prototype. Le plateau, c'était sur du papier journal quand même. Hein. Donc voilà. Mais bon, c'était une autre époque aussi. Hein. Mais Oui. Du journal de l'époque, ça se tient. d'ailleurs, je sais pas si c'est encore ce proto. Ouais. Ouais, ouais, parce que quand tu vois, c'est vrai, les tout premiers les protos, c'est vraiment juste des bouts de carton, des trucs comme ça, qui écrit à la main. En général, les tout premiers, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Donc, Alors après, voilà, moi je connais par exemple Marguerite qui a fait. Oh, je me souviens plus de ses jeux, enfin bref, un type adorable en plus. Lui, effectivement, son matériau principal faire des protos, c'est des bocs à bière. Enfin voilà, bref. mmh. Moi, je travaille beaucoup sur l'ordi en fait. J'ai besoin de, ça me vide la tête et voilà. Aller trop loin dans les graphismes, des fois, me permet, moi, bah, c'est une sorte de méditation en fait. J'ai besoin de perdre du temps à faire des graphismes qui serviront à rien et que je vais abandonner le jour d'après. Voilà, moi j'ai besoin d'être sur mon InDesign. Maintenant, je simule énormément sur Tabletop Simulator, tout seul, avant de proposer à d'autres. Voilà, j'ai besoin d'aboutir beaucoup des graphismes. C'est pas forcément très utile, mais moi je suis un lent, de toute façon. Voilà, je suis un peu un lent acharné qui prend beaucoup de temps à perdre son temps, en fait. Mais bon, c'est comme ça, et maintenant je me suis fait une raison. Et voilà. Après, tu mets en évidence un des côtés de la création, c'est l'aspect méditatif aussi, quelque part, quoi. Effectivement, quand on crée, quel que soit le domaine, en fait, on perd du temps Ouais. mais ça alimente, en fait, la création qui va arriver, quoi. Et ça, voilà, et c'est pour ça aussi que je travaille sur énormément de projets en parallèle. Dire ici des projets concrets vraiment, j'en ai 6-7 en parallèle, et des idées dans ma tête, j'en ai une vingtaine. Ce qui permet de ne pas être trop stressé quand il y a un truc qui avance pas, qu'on trouve pas, que ça marche pas. On se dit bon ok, je suis sur un autre, et donc je peux ronger mon os sur un autre proto. Et bien souvent, en plus ça se répond, c'est même consciemment ou inconsciemment, ou des petits détails, mais ah tiens, ça marche pas là, ah mais ça me donne une idée pour l'autre. Et donc, en fait, je pensais que ça serait stressant de travailler sur plusieurs projets à la fois, mais en fait, c'est hyper déstressant, en fait. Ça permet de relativiser énormément le truc, quoi. Et moi, il y a des idées, là, je suis en train d'aboutir enfin une idée, mais l'idée,
6 ans quoi, sur un système de taquin, et même 7 ans. Je suis passé par tout, quoi. J'ai fait 50 prototypes, 50 jeux avec ce système. Et là, j'arrive enfin à trouver une manière d'en faire un jeu, quoi. Je ne sais même pas s'il sera édité un jour, hein. Mais voilà, pour dire, ouais, des fois ça prend du temps. Dreams, par contre, je l'ai fait en 1 heure. Il a été signé en 30 secondes. Bon, Ouais. il a fait que 10 000 boîtes, hein. Ceci explique peut-être cela. Enfin non, c'est pas pour ça. Mais bref, donc voilà, ça dépend vraiment. Et ça, c'est flippant aussi, quoi. On sait jamais, en fait. J'en discute avec Geoffroy Simon, mon co-auteur. Je dis, mais voilà, c'est flippant parce que des fois, ça va très vite. Puis des fois, il y a 2 jeux qu'on a fait qui ont été édités. Je dis pas qu'ils ont été vite. En 6 mois, c'était fait. Et là, il y a un jeu sur lequel ça fait 1 an et demi qu'on est dessus, quoi. Un truc avec un manège. Putain, je sais pas combien de fois on a tourné ce manège. Pénible, qu'on se dit, mais on va y arriver ou pas, quoi? Est-ce qu'on perd encore notre temps à nous acharner comme des fous, ou ouais, ça c'est un peu flippant, quoi. C'est un peu flippant. Tiens, à propos, tu parles de manège, donc de thématiques dans vos prototypes, pas dans votre phase de réflexion. Moi, c'est une curiosité, en fait, je demande ça un peu à tous les auteurs. Comment ça se passe, en fait, quand tu as une thématique, par rapport à ton expérience, combien de jeux comment dire, la thématique a été changée par l'éditeur? Et bon, si tu as une anecdote à propos de ça, ou si c'était pertinent ou pas. Donc toi, tu arrives avec une thématique, j'imagine, dans tes jeux, quand tu proposes le prototype. Ouais. Ouais. Comment Alors, ça se passe? Est-ce que moi, mon souvent, expérience, la thématique est ouais. gardée ou... Mon expérience, on n'a jamais changé le thème. Parce que c'est vrai que je crois que je commence par le thème ou la mécanique, c'est toujours difficile à dire vraiment par quoi on commence. Moi, dans mon processus de création, à chaque fois l'un répond à l'autre. Et donc finalement, une fois que le proto est fini, c'est quand même difficile, je pense, de changer le thème. Par contre, il peut évoluer. Et ça, par exemple, par rapport au chasseur de la 6e dimension qui est devenu Hope, là, c'est une assez belle histoire en fait, parce que on a beau dire ce qu'on veut de Morning Player, ce qui est devenu Morning. C'est une belle histoire parce que finalement ce jeu, même s'il avait gagné Boulogne, j'allais le mettre au bac parce que personne n'en voulait, ce truc en 3 dimensions, machin, enfin en fausse 3 dimensions et tout, voilà. Et puis ils ont fait une interview dans Plateau à l'époque où ils disaient, ouais, nous on attendait de surpris qu'un auteur nous envoie, et hop, plus rien à perdre, je vais envoyer les règles de mon truc, et le lendemain il me répond, il dit, ouais, c'est génial ce concept et tout. Il faut savoir qu'à l'époque, ils y connaissaient rien en jeu de société aussi, donc je pense que leur naïveté a permis qu'ils flashent sur le jeu. Et puis, ils m'ont dit, bah, viens à Toulouse et tout. Je vais à Toulouse. Et puis, c'était l'alchimie du jeu. Je monte le proto. Les gens, ils font, ouais, ok, ouais, l'idée de base est sympa, mais c'est pas un jeu. Enfin, c'est chiant de mourir. C'est trop inconfortable et tout. Et puis, là-dessus, il y a Tim, le boss, qui vient me dire, il y a un truc, ton jeu, il est pas assez tangible. Et là, ping, ça a fait ping dans ma tête, quoi. C'était très cérébral, en fait. Et tangible, pour moi, je l'ai compris, il fallait que ce soit plus, qu'on ait une prise dessus, qu'on puisse s'identifier à certains trucs, quoi. Et alors, c'est beau parce que il m'avait réservé un Airbnb un peu poète perdu, un truc sous les toits, comme ça, avec des poutres apparentes et tout. Et je suis rentré à 18h, et là, j'ai créé toute la nuit. Et j'ai inventé tout un univers avec les 6 éléments, le machin, le truc qui s'écroulait, et vraiment, j'ai passé la nuit blanche. Je suis revenu au bureau le lendemain, j'ai dit, voilà, ton truc, la tangie, maintenant j'ai tout un univers autour, c'est le cas de le dire, parce que ça se passe dans l'univers, mais et puis je leur ai exposé le truc, et en fait voilà, on est parti comme ça, quoi. Voilà. Alors qu'il y avait un thème sur l'espace, si tu veux, mais c'est tout. Et en fait, c'est un mot qui a déclenché ça. Alors, ils n'ont pas changé le thème, mais là, tu vois, c'est vraiment l'éditeur qui a dit le mot qu'il fallait pour que ça bouge, quoi. C'est devenu ce que c'est devenu après. Donc, enfin voilà, tu vois, donc ça c'est une manière de faire, hein. Après, c'est sûr, par exemple, rapidement, mais sur Piratoons, bah, Thibaut, je crois que c'est Thibaut à la base, il voulait faire un jeu sur les pirates. Bah, là, on se dit, bon, bah, qu'est-ce que c'est un pirate en fait? Un pirate, c'est quelqu'un de sournois, c'est quelqu'un qui vole. Hein. Et ça emmène des mécaniques, évidemment. Après, je pense qu'on peut traduire en mécanique plein d'émotions et de sentiments, comme on peut traduire, moi j'adore la littérature, comme on peut traduire en mots et en romans et en structure, plein d'émotions, de sentiments. Donc voilà, à partir du moment où on a un thème, forcément, ça va impliquer certaines mécaniques plus que d'autres, quoi. Oui, effectivement. Bien. Merci en tout cas pour cet éclaircissement. C'est plus une curiosité de ma part, mais je trouve intéressant en fait dans tous les domaines en fait le lien qu'il y a entre le côté créatif et le côté éditorial, quel qu'il soit. D'ailleurs, il y a toujours il y a un lien clair et indispensable, mais en fait, le lien, c'est jamais qu'un lien entre deux personnes. La personne est chargée de l'édit
et la personne qui crée, quoi. Et donc chaque fois, chaque couple finalement chaque binôme est unique et chaque histoire est Voilà. particulière. Voilà, tu le dis bien. Chaque binôme est unique. Parce que voilà, pour Babylone, par exemple, que j'ai signé avec Gag, Étienne et Fred et autres, voilà, là, le thème n'a pas changé parce que c'est Jardin suspendu, Babylone et tout. Mais là, au-delà du thème, là, il y a eu un véritable. On a joué au jeu, on a rejoué au jeu. Ils ont vraiment abondé dans le sens de la simplification et autres. Et là, c'est vraiment, comme tu dis, une relation encore. On est potes aussi, donc c'est plus facile. Oui, mais c'est ça. C'est vraiment une relation de confiance où il dit on n'essaierait pas ça et moi je leur fais confiance pour l'essayer et tout. Finalement, on arrive à un jeu qui a énormément changé par rapport à ce que moi j'aurais proposé au départ, mais qui respecte tout à fait en fait. Ils ont été à l'os de ce que moi j'avais envie. Et donc j'avais besoin de quelqu'un d'extérieur qui me montre ce que j'avais envie. Oui, ce que je sentais qui était bon pour le jeu et aussi quoi. Donc voilà, ça c'est encore une autre forme de collaboration. Avec Dreams et Zor, ça, je leur ai donné le proto, j'ai revu le jeu fini, la boîte complète. Au bout d'un an, j'ai rien pu dire, quoi. Et d'ailleurs, je pense, c'est prétentieux de ma part, mais ils auraient dû m'écouter aussi de temps en temps, peut-être sur certains trucs. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est moins intéressant, évidemment. Voilà, bon, voilà, c'était rigolo de signer avec Zor. Et dans l'exemple de Gag avec Étienne, là tu t'adresses aussi à un éditeur créateur, lui de son côté. Donc quelque part, il comprend encore mieux que quiconque quels sont les besoins et à la fois les aides qui est susceptible de pouvoir accepter un créateur. Et il sait comment fonctionne un auteur. On ne fonctionne pas de la même manière. Mais d'ailleurs, des fois, il était jugé, mais vas-y, Étienne, hein, c'est pas la peine d'y mettre les formes. Hein, si tu te dis c'est nul, j'ai pas du mal. Et, mais en tout cas, il sait comment ça fonctionne. Et donc, il se dit, tiens, mais si l'auteur, il a voulu faire ça, même si ça marche pas vraiment, c'est qu'il y a une raison, en fait. Donc, il arrive à le décortiquer en tant qu'auteur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est quelqu'un, Étienne, qui adore jouer. Et donc, lui, faire sur une après-midi 5 parties du même proto, ça le dérange pas, je veux dire. Il en leur fait une. Et il faut ça. Je veux dire, si on n'aime pas jouer, je veux dire, quand on crée un jeu, on n'arrête pas d'y rejouer. Donc il faut vraiment être vraiment passionné, hein, parce qu'au bout d'un moment, au bout de 100 parties d'un jeu foireux, voilà, il faut aimer ça, quoi. Tout à l'heure, on parlait dans le processus de création, le fait d'être passionné et de le faire dans un premier temps simplement par passion. Là, en l'occurrence, Étienne, c'est vraiment l'exemple, c'est le prototype justement du créateur de jeux passionné et passionnant par la suite. Même on l'a reçu d'ailleurs et c'était voilà, c'est toujours un régal quoi d'écouter ces anecdotes et son parcours quoi. Tout à fait. Bien. Alors, est-ce que tu as une actualité ou du moins alors c'est une question en fait comment on appelle ça Full Panda quand la question la réponse est évidente en fait je sais plus comment on appelle ça. En gros, Question quelle est ton rhétorique. actualité plutôt? Oui, l'actualité, oui, c'est vrai que la question, c'est que on a vu que tu viens d'en parler, de signer un nouveau jeu. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter brièvement quel type de jeu ça va être en fait? On n'en a pas Alors beaucoup dit. le truc, j'ai signé 4 jeux récemment en fait. Ah, Voilà, ça c'est les aléas, hein, voilà. Donc pendant 2 ans, j'ai rien sorti, j'ai bossé. Et donc, donc voilà. Donc là, on va sortir, je dis on et jeux parce qu'on va sortir 4 jeux. Dans l'ordre chronologique, je dirais que ça va normalement d'abord être Pachamama chez Sit Down. Là, on en est au niveau de la couve, graphisme et autres. On peut pas vous montrer encore parce que c'est pas définitif, donc il faut comprendre l'éditeur aussi qui ne veut pas montrer, qui aimerait bien le dévoiler lui aussi. Voilà, c'est tout. Ça sera mince, il y a Didier Delay, l'éditeur, il m'a engueulé parce que j'ai oublié. C'était la honte, je connaissais pas. C'est pas Kickstarter, c'est Game. GameFound. Voilà, c'est ça. Donc désolé, je suis nul. Je suis pas très du tout Kickstarter, enfin je Kickstart très peu. Et je connaissais pas GameFound, la honte. du Donc financement participatif, quoi. voilà, oui, après, je me suis renseigné, après tout de suite j'en ai discuté avec des potes, maintenant je sais. Mais voilà, donc ça va être sur GameFound au mois d'octobre. Donc là, c'est un jeu. Voilà, c'est aussi une belle histoire parce que ça m'a permis de rencontrer Sit Down et Didier. Didier, je le connais depuis longtemps, on se croisait, mais on se connaissait pas vraiment. Et donc là, ça m'a permis vraiment
de le voir, de discuter. C'est un jeu basé un petit peu sur une logique à la Sudoku, je dirais, au niveau de la mécanique. Et on est dans l'univers pré-Inca, je dirais pré-colombien, Inca en fait, c'est voilà, qui sort dans les montagnes et ils vont donc c'est une exploration, jeu de tuiles, et puis on va devoir déduire en fonction de la configuration du terrain, on va devoir déduire où mettre les bonnes cultures selon les règles de la Pachamama. Voilà, ça c'est pour la thématique. Et là c'est marrant aussi, thématique mécanique, c'est ma sœur qui m'a fait jouer un peu à ces espèces de sudoku, mais qui sont pas des sudoku, qui sont un autre truc. Puis je me dis, il y a un truc à faire là-dessus, et puis bon, moi je suis passionné de tout ce qui est Amérique latine et Inca, pré-colombien, les Nazca et machin. Et puis d'un coup ça a fait tilt en fait, et c'est hyper cohérent. Voilà, donc avec un système avec une roue qui tourne aussi pour les solutions. Enfin, peut-être un peu brouillon en l'expliquant, mais c'est un peu compliqué comme jeu à expliquer comme ça. Voilà, donc ça serait octobre sur GameFound, et on espère une sortie en février. Mais bon, tout le monde sait qu'en ce moment, les délais c'est encore pire qu'avant, donc on ne sait jamais quoi. Voilà. Ça, chez Sit Down, c'est un jeu, allez, famille plus, un petit expert famille plus, voilà. Et ça va être très beau. Ouais, le graphiste, il a fait un boulot de fou, quoi. Et ça, en tant qu'auteur, c'est la meilleure partie, quoi. C'est quand on commence à recevoir des graphismes, waouh, on n'a plus rien à faire, on n'a plus vraiment de décision, on donne juste notre avis. C'est hyper cool, quoi. Ça, c'est vraiment super beau, bel aspect du métier, quoi. Donc ça, c'est Pachamama chez Sit Down. Chronologiquement parlant, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Alors, on a un jeu chez Djeco avec Geoffroy Simon, donc co-auteur, un petit jeu de pêche au canard. Voilà, un truc assez rigolo, 4-5 ans, avec une petite mécanique sympa, des petits canards qu'on pousse et qui sont dans une rivière en double collage, donc une rivière qui est en creux dans le plateau, comme ça, ils se poussent les uns les autres, et il y a tout un petit truc de prise de risque. Enfin, voilà. Donc ça, c'est chez Djeco. Pour l'instant, aux dernières nouvelles, il galérait un peu par rapport au matériel, le plateau qui se gondole et ainsi de suite. Voilà. Donc je ne sais pas trop quand ça va sortir, mais j'espère cette année ou alors tout début 2022. Donc là aussi, c'est première expérience d'un jeu vraiment enfant. Donc ça va être assez sympa. Et ensuite, alors là aussi l'autre jeu avec Geoffroy Simon qui s'appelait Railtrack et qui maintenant va s'appeler Railroad Madness. Et ça, c'est signé chez Holy Grail, qui ont fait Titan, Domination. Domination, c'est un jeu de fou. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, mais c'est pas bon. Comme dirait Olivier Mélisson, l'auteur, ça fait saigner les neurones. Mais c'est vrai. Mais c'est bon, quoi. Enfin bref. Donc voilà, et eux, ils sont géniaux. Enfin, là, on a reçu avec Geoffroy les premiers graphismes qu'on peut pas non plus. Ah si, il y a le logo, je crois qu'on peut montrer. Là aussi, un peu BD, années 80, vraiment sympa les graphismes. Et alors ça, c'est un jeu assez particulier. C'est un jeu en temps réel avec des petits trains qu'on va pousser avec les doigts sur des vrais rails en carton. Et il y a tout un parcours à faire. On fait le parcours au fur et à mesure. Et on pousse le train avec des wagons derrière. Et il y a des pions sur les wagons. Il ne faut pas aller trop vite, sinon ils tombent. Il faut livrer ces trucs-là, construire des gares et ainsi de suite. Quand tu dis pousser, c'est mode pichenette ou pousser Avec le doigt, tu prends ton petit doigt, tu le mets sur la loco et puis tu la fais rouler. Mais il faut pas dérailler, quoi. Et donc, si tu vas trop vite, tu dérailles. Et donc, tu as tout le monde qui regarde autour. Ah, j'espère que tu vas dérailler et tout. Voilà. Puis quand on passe devant les gares des autres, on leur doit des sous, donc on fait ding-ding. Enfin, voilà. Donc, c'est un mélange un peu de jeu d'adresse. Hein. Il y a une cour d'apprentissage. Mais d'un autre côté, il faut pas le faire n'importe comment. Parce qu'il y a tout un système de développement de réseau, de passage de gare, de machin, avec un système de scoring qui. Voilà. Donc, c'est ce genre d'ovni qu'on aime bien. Voilà, on verra bien, mais je pense que ça va être en Kickstarter aussi. Alors, aussi bien GameFound chez Sit Down que celui-là en Kickstarter chez Holy Grail, c'est des Kickstarter qui permettent, cette nouvelle mode, j'y connais pas grand-chose, mais qui permettent de lancer une production, en fait, tout simplement. Et après, c'est des jeux qui sont vraiment faits pour le retail. Hein. Donc voilà. Et Holy Grail a toute une. Holy Grail, c'est Jamie aussi, hein, Jamie Johnson qui fait partie de ça, et c'est quand même un grand ponte du KS, donc là, on lui fait confiance. Et eux, ils sont vraiment super, ils se prennent pas la tête, ils sont adorables. C'est un vrai bonheur. C'est encore une autre expérience de travailler avec eux. Enfin, Olivier Mélisson,
et Jamie, enfin voilà, ils sont adorables. Quentin, le développeur avec qui on travaille, enfin ils sont tous adorables, bienveillants. Ils vont sur le projet. Enfin voilà, ça c'est vraiment des grands bonheurs de création et des belles rencontres, quoi. Donc voilà, ça sera Railroad Madness 2022, troisième trimestre ou quatrième trimestre. Et puis le dernier, alors c'est marrant parce qu'on parle d'actualité et puis on parle de fin 2022, hein, mais bon, c'est comme ça un jeu, hein. Oui, oui, en termes L'actualité, de jeu, ça va. On y est vite, tu sais, regarde 6 mois, non même pas, là on est c'est dans 4 mois 2022 donc bon. oui, c'est ça, hein, bon, voilà. Et donc l'autre, le dernier, bah, c'est Babylone, sur les jardins de Babylone. Étienne en a déjà parlé, je pense. Bah là maintenant le jeu, je pense, est réglé. Bah là c'est un jeu de construction en 3D, avec, en fait, on creuse dans une mine pour aller chercher les tuiles. Et puis après, bah, les tuiles, on les prend, puis on les superpose, on les pose sur des piliers, puis on fait des jolis jardins de Babylone suspendus, quoi. Et ça, c'est un jeu que j'avais signé avec Game Brower il y a déjà 3 ans, et puis ça avançait pas. Game Brower, je crois, a pas mal morflé avec le Covid et ainsi de suite. Et donc j'ai récupéré les droits, et lors d'un week-end jeu, j'avais joué avec Fred et Étienne. Ils avaient flashé sur le jeu, ils disaient ah c'est con, tu l'as déjà signé et tout. Je dis bah écoute, ça peut peut-être s'arranger. Et donc voilà, j'ai signé avec eux. Je suis super content aussi parce que voilà, avec Étienne, c'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps, et voilà, depuis vraiment le début. Moi j'ai joué à son, ouais, vraiment, je suis le premier à avoir joué à son tout premier proto de Bruxelles. Et pour Hope, ce qui est marrant, c'est que j'avais cette idée, un festival, comment ça s'appelait ça encore, Angers, le festival Angers, il y a très longtemps, il y a 10 ans, je pense. Je me baladais avec les trucs de. Enfin, ça, c'est l'ancien proto de Hope, hein, ça brille un peu. Mais je disais, bah, c'est marrant, t'as vu, j'avais ça dans ma poche, je disais, t'as vu, c'est rigolo, un cube, quand tu le divises en trois, enfin, un hexagone le divisé en trois, ça fait un cube. Machin, je me lève avec ça, il me dit, ah ouais, c'est marrant, il sous. Et donc, je me baladais avec ça pendant 6 mois dans ma poche. Et puis, il me dit, ouais, non, il y a moyen d'en faire un jeu et tout. Et donc, c'est Étienne qui m'a encouragé à essayer de faire un jeu de ça et qui est devenu Hope, quoi. Donc, voilà, c'est marrant, les petites anecdotes et les petites rencontres et croisements comme ça. Donc voilà, ça c'était pour les actualités. Grosse actualité, quoi. 4 Ouais, sorties en ouais. l'espace dans les 12 prochains mois. C'est pas mal, quoi. Oui, alors après Ça voilà, c'est vraiment le rapide. hasard parce que tout ça c'est des projets. Voilà, c'est tout d'un coup ils sortent tout d'un coup, c'est le hasard. Mais bon, ça fait 4 ans, même plus pour certains que je bosse dessus, quoi. Donc tout d'un coup ça fait embouteillage, ouais, c'est comme ça. Bon après il y a plein d'autres projets avec Geoffroy, moi j'ai des projets tout seul aussi. Je rêve de faire un Piratoons 2 en fait, il est prêt, mais voilà, je sais pas si Thibaut va se lancer dedans. Euh, donc voilà, des protos après il y en a plein, et bah, comme tu disais tout à l'heure, être auteur c'est aussi c'est pas forcément mon fort parce que moi j'aime bien bosser. Mais voilà, c'est faire les salons, aller voir les éditeurs, relancer, ça t'intéresse plus, voilà, ce genre de truc. J'aimerais bien être riche, célèbre et talentueux pour avoir un agent qui s'occupe de tout ça, mais bon, bref, c'est pas encore le cas. Donc voilà, on verra bien, on verra bien. Bon après en même temps, vu ta façon dont tu es quand même assez, tu transmets pas mal tu racontes des histoires quand tu parles, quoi. Tu transmets pas mal d'émotions, donc c'est aussi un côté que tu dois apprécier, j'imagine, quoi. Le fait justement d'être en contact avec, alors OK, c'est du boulot parce qu'il faut essayer de convaincre, mais c'est quelque chose que tu dois apprécier, j'imagine, un minimum, quoi, aussi, quoi. Ouais, mais ce qui est compliqué, c'est que c'est très inconfortable en fait, tu vois, parce que c'est beaucoup de temps. Alors c'est chouette, hein, moi j'adore, je vais à Essen, j'adore aller au Festival de Cannes, c'est un grand bonheur, bien évidemment, tu vois. Mais c'est vrai que c'est toujours très long, c'est oui, non, enfin on signe pas, on revient, ah non, ça m'intéresse pas, enfin voilà, c'est pas le plus gai non plus, quoi, je trouve. Voilà, mais bon, bien sûr, après c'est des rencontres et tout, quoi. Mais c'est très Ouais. inconfortable en fait, donc on n'arrive pas à forcément jouir de ces rencontres-là tant que c'est pas même quand c'est signé, c'est pas encore gagné, quoi. Donc, Mmh. la preuve avec Game Brewer, c'est vraiment quand on commence à rentrer dans le cambouis, à y mettre les mains dedans, que là, ça devient super gay, quoi. Mais c'est pas 100% du temps, quoi. Mais bon, moi, je me plains pas, hein, c'est chouette et En je tout sais que j'ai cas, beaucoup une de chance. actualité, et un futur là à moyen terme qui est assez riche finalement, parce qu'il y a pas mal de sorties et comme le soulignait, Théo Rivière parce qu'on lui faisait remarquer qu'en fait là, en quelques mois, il avait sorti plein de jeux et en Ouais. fait, il nous disait la même chose que toi, c'est des projets qui c'est un peu le hasard en fait. C'est Mm. que c'est des projets qui ont été soumis, au fur et à mesure du temps et le hasard fait qu'à un certain moment, quelquefois les choses se débloquent tout en même temps et en tout cas Voilà. les éditeurs, prévoit une sortie un peu tous en même temps. Bon voilà, il y a pas de c'est pas lié au fait que tu les aies, présentés au même moment finalement.
Vraiment pas. Vraiment pas. Donc l'actualité, ça c'était une première actualité, mais par rapport à cette casquette d'auteur, donc de créateur de jeu. Mais tu as une autre actualité qui est, alors là, Full Panda, en termes de richesse, là tu nous as fait briller les yeux déjà, mais qui est une deuxième partie de tes activités et avec pas mal de projets. Full Panda, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avant qu'Olivier rentre dans le détail? Oui, oui, il y a le fameux service de la COCOF qui s'appelle Ludéo. Je ne sais pas si les gens le connaissent, en tout cas ceux qui nous regardent. C'est un service même plus qu'unique en Belgique, c'est un service unique au monde, puisque on l'avait bien dit, c'est le seul service qui à la fois finance et coordonne des ludothèques. Donc c'est quand même pas rien. Comme ça, pour une fois qu'on est premier mondial dans quelque chose, faut toujours le rappeler. Et Voilà. donc c'est notamment une ludothèque qui est disponible mais uniquement pour les professionnels. Donc ça c'est pas à tout public, mais donc il y a si vous êtes des professionnels du jeu ou du cas du monde ludique, ou que vous êtes enseignant ou autre et que vous utilisez le jeu, voilà, ça peut être utile de le savoir. Donc ça reprend évidemment toutes les ludothèques qui sont présentes aussi en région Bruxelles-Capitale. Donc il y a plus d'une trentaine de ludothèques. Donc il y a, voilà, si vous ne connaissez pas les ludothèques publiques, franchement, c'est le moment d'aller vous renseigner parce que donc il y a plein de jeux accessibles quasiment gratuitement, quoi. Donc ce serait dommage de ne pas y penser. Donc voilà, c'est un gros taf, mais il n'y a pas que ça derrière. Il y a aussi un travail d'animation, de formation qui aussi pour adresser à des professionnels. Et donc ouais, il y a pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous en dire justement un peu plus sur tout ce travail-là que tu dois effectuer Ouais. dans ton quotidien? Alors, je vais essayer de pas trop saouler les gens, mais donc c'est vrai que alors déjà on est une équipe, hein, donc je vais peut-être dire peut-être pas un truc, mais on est une équipe de 6 maintenant, donc 4 vraiment sur le terrain et 2 plus administratifs, et qui font un boulot absolument indispensable aussi. Donc c'est vrai que ça voilà, ça s'appelle maintenant Ludéo, avant ça s'appelait pas comme ça. Voilà. Donc Ludéo, prétentieusement sous-titré Centre de ressources ludiques. Et ça fait partie effectivement de la COCOF, bon, à ne pas confondre avec la communauté française, mais on s'en fout un peu. La COCOF, c'est vraiment c'est vraiment sur Bruxelles, hein, voilà, donc on s'occupe vraiment des 19 communes de Bruxelles. Et bon, voilà, l'idée de l'UDO, c'est que c'est un centre de ressources et on est maintenant, depuis quelques années, uniquement braqué sur les, enfin, allez, on s'adresse aux professionnels parce qu'il faut bien faire des choix. Et donc l'idée, effectivement, c'est qu'on s'adresse à des professionnels de tous bords, en fait, donc enseignants, psy, animateurs, éducateurs et ainsi de suite. Donc effectivement, on a une ludothèque, mais surtout, voilà, je nous apprends en disant qu'une ludothèque, ce n'est plus un truc où il y a une vieille mamie qui vous tend une boîte plastifiée qu'on n'arrive même plus à ouvrir. Les ludothèques modernes, c'est un peu autre chose, et c'est surtout du conseil. Donc nous, une boîte, je m'en fous. Oui, enfin, je m'en fous pas. Ça coûte 30 euros, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le conseil qu'il y a derrière, quoi. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il y a des enseignants qui viennent, qui voilà, alors de tous bords, hein, logopèdes ou autres, et nous, ben, on les conseille en fonction de notre expertise du jeu, et eux ont leur expertise en enseignement, pédagogie, tout ce qu'on veut. On essaie de trouver un terrain d'entente. On travaille maintenant plus du tout avec du jeu pédagogique. Notre credo, c'est vraiment travailler du jeu d'édition et voir comment on peut soit adapter le jeu, soit comment on peut en retirer certaines compétences en lien avec l'école ou autre. Pour pouvoir renseigner les professionnels. Donc c'est génial parce qu'on fait des rencontres extraordinaires. On rencontre des gens, des enseignants passionnants, des psys passionnants, des éducateurs et autres passionnants. On apprend plein de trucs, mais tous les jours. Voilà, ça c'est vraiment, ouais, vraiment passionnant. Et là-dedans, on fait de l'accompagnement de projet et beaucoup de conseils à la création de plus en plus. Et ça, c'est vraiment aussi passionnant. En plus, moi, j'ai ma casquette d'auteur de jeu, donc c'est assez génial de pouvoir me mettre au service de gens qui veulent créer des outils ludopédagogiques, souvent, je dirais. Et il n'y a pas de honte à ça, si les choses sont claires. Et sachant que nous, après, voilà, je pourrais en parler des heures, mais notre credo, c'est pas tellement que c'est pas le jeu qui est l'outil, c'est le plaisir de jeu qui est notre outil. Une boîte, c'est que du carton, on s'en fout. C'est Thierry pas Thierry de rue, son prénom, j'ai oublié, bref. Qui dit, voilà, un jeu n'est rien tant qu'il n'est pas mis entre nous. C'est un peu vrai, même si voilà, c'est vraiment vrai. Et tant que c'est du carton, on s'en fout. Tant qu'il est mis entre nous,
du plaisir ou avec des objectifs pédagogiques, ça devient une réalité qui est passionnante à partager, quoi. Donc on fait aussi des formations, par exemple on a tout un cycle de formation pour les éducateurs en école de devoirs qui utilisent le jeu comme support aux apprentissages et autres. Et donc on a un cycle de formation où on va très loin dans qu'est-ce que c'est un jeu, qu'est-ce qui se passe autour d'une table de jeu. Et là les gens ils arrivent, ouais bon on va jouer quoi. Puis ils sortent de là, ils disent en fait c'est dingue tout ce qui se passe autour du jeu. Je vous donne un exemple, hein. Souvent on commence par un jeu qui s'appelle Suspense, je sais pas si vous connaissez, bon, un bel jeu, Ouais. on met les petites tiges, machin et tout. Et puis on joue, puis finalement, voilà, ils sont concentrés autres. Puis moi je bois du petit lait, hein, parce qu'à chaque fois je prends des notes, tiens, lui il a réagi comme ça, il a fait ci. Hein. Puis après, une bête question qu'on pose, c'est dire, tiens, qui a commencé? Alors c'est, ouais, c'était moi. Je dis, pourquoi? Je sais pas, j'ai commencé. Il dit, non, il n'y a pas de hasard. Si toi tu as commencé, c'est que les autres n'ont pas. Il y a un truc, pourquoi toi et pas les autres, tu vois. Et les autres, je leur dis, mais pourquoi vous? Non, c'est pas. Vous n'avez pas commencé parce qu'il a. Si vous n'avez pas commencé, c'est que vous ne vouliez pas commencer. Et bêtement, ça, en fait, on peut en parler pendant une demi-heure, de voir les rapports sociaux qu'il y a entre les joueurs, l'image qu'ils ont, d'eux-mêmes, des autres, du groupe, qui se connaît pas. Donc, pour vous dire, voilà, on met les gens en situation, on voit ce qui se passe, aussi bien socialement que dans leur tête, que machin et tout, et on se rend compte d'une richesse incroyable par rapport dès qu'on met des gens autour d'un jeu de règles, en fait, avec du matos. Et après, on essaie de, voilà, on travaille beaucoup sur l'empathie ludique, de la bienveillance et ainsi de suite, pour utiliser les jeux dans des contextes pédagogiques, éducationnels et autres, quoi. Et donc, voilà, par exemple, hier aussi, il y a des gens qui viennent, ils veulent faire un jeu sur le consentement, en fait, tout simplement, ils veulent avoir un outil, voilà, alors ils arrivent souvent, c'est un jeu de loi, ils disent, oh, j'ai un jeu, super, je lance un dé et tout, je dis, ouais, ça, c'est pas un jeu, enfin, bref, et donc on essaie de voir comment mettre une vraie mécanique en route, en leur montrant des exemples, des compatibilities, des trucs, des machins, enfin, ils disent, ah ouais, d'accord, ok, voilà, et ça, c'est passionnant, parce que tout d'un coup, on voit les gens qui disent, ah, c'est ça un jeu, on peut faire ça, c'est génial. Voilà, donc c'est un peu notre, allez, je veux dire fonds de commerce, c'est pas du tout un commerce, parce qu'on a un service public, mais voilà ce qu'on fait, quoi, chez Ludéo. Pas au quotidien, ça c'est vraiment le quotidien. Après, vous me coupez si vous voulez. Il y a effectivement. Le tableau a plusieurs entrées, c'est-à-dire que vous êtes à la fois sur l'accompagnement au niveau du jeu en lui-même, donc choisir le bon jeu pour tel objectif précisément, ou du moins une série de jeux qui pourraient répondre à une problématique et à des objectifs, à des compétences ciblées, mais aussi un accompagnement de comment accompagner justement l'utilisation du jeu, quoi. Voilà. Et donc c'est cette complexité finalement qui fait que vous êtes, j'allais dire utile, mais au-delà de ça, est indispensable en fait, dans une approche pédagogique de l'utilisation du jeu. Ce sont les deux aspects qui doivent être mis en évidence, évidemment. Voilà, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le fait que c'est pas le jeu, mais c'est la mise en jeu en fait. Hein. Donc là, on pose plein de questions. Voilà, ouais, quand on anime, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Bêtement, vous mettez assis ou debout? Oh, je sais pas. Ouais, si, tu dois savoir. Il n'y a pas de réponse, mais il faut se poser la question. T'interviens pas, tu manipules pas le matériel. Voilà. Moi, je dis en plus souvent un animateur, je dis de toute façon, on anime jamais bien. Ça c'est clair. Un jeu, on l'anime jamais bien. On l'anime le moins mal possible. Ça c'est déjà une base. Animer un jeu, c'est pas seulement l'expliquer. C'est surtout encadrer la partie. Encadrer la partie, ça veut pas dire, voilà. Moi, un bon animateur, pour moi, quelqu'un, il explique son jeu, machin, et il se casse. Mais attention, il se casse, mais il a un œil sur la table. Hein. Et donc, moi, je préfère, en fait, que les gens autour de la table n'aient pas tout compris au jeu. Je caricature un peu. Hein. Mais qu'entre eux, ils se disent, tiens, mais qu'est-ce qu'il a dit au fait? Ah ouais, d'accord. Et là, je me dis, c'est génial. Ils sont 4, ils se connaissaient pas, et maintenant, ils commencent à s'expliquer les règles entre eux et tout. Alors, on va me dire, Olivier, il explique mal le jeu, ils n'ont pas tout compris. Mais non, moi, j'ai fait mon boulot d'animateur, justement. Je les ai mis en confiance. Je leur ai dit qu'il y avait un plaisir potentiel derrière. Je leur ai montré que, de manière consciente et inconsciente, que ce jeu, il allait leur procurer du plaisir. Et après, à la limite, ils se démerdent. Après, j'interviens, évidemment. Si jamais ils comprennent rien et que là, il n'y a plus de plaisir de jeu, qu'il y a de l'inconfort, là, j'interviens. Je dis, ah, voilà, bien sûr. Mais l'animation réussie, pour moi, c'est pas l'explicateur qui a tout bien expliqué, tout machin, les petits points, les machins. Bien sûr, c'est le b.a.-ba. Mais à un moment donné, c'est surtout la mise en confiance des joueurs et garantir le plaisir, en fait. C'est là la responsabilité de l'animateur. Donc ça, voilà, c'est des notions qu'on essaie de faire passer, mais qu'on soit animateur plaisir ou animateur ludopédagogique, c'est pareil. Oui. Voilà. Et il y a une attitude professionnelle de l'animateur. Il faut pouvoir avoir, c'est près de la psychanalyse. Il faut savoir s'analyser en tant que joueur avant de pouvoir animer. Il faut pouvoir se dire, ah, ok, eux, ils n'en ont rien à foutre de gagner.
Pour lui, c'est important, mais c'est ni bien ni moins bien. C'est juste des gens qui ont des profils différents. Donc, si on sait analyser, nous, son propre rapport au jeu, et moi, je sais qu'il y a des trucs, je ne supporte pas l'injustice dans un jeu, ce que je crois être de l'injustice, mais ça, c'est moi, il y en a d'autres, c'est autre chose. Et donc, il faut pouvoir reconnaître le comportement ludique des gens pour pouvoir être approprié et bienveillant avec tout le monde, en fait. Et c'est vraiment ça, la différence entre un animateur professionnel et un joueur. Moi, quand je suis joueur, je suis joueur, quand je suis animateur, je suis animateur. Évidemment, les deux sont liés, hein, puisqu'il faut pouvoir être à la fois dedans, puis à la fois dehors. Il faut être schizophrène, en fait, quand on est un animateur de jeu. Enfin voilà, bref, c'est toutes des notions comme ça qu'on essaie de faire passer, qui pour nous sont importantes. Et voilà, le premier truc, c'est le plaisir. Voilà, c'est pas le jeu, c'est le plaisir de jeu, notre outil. Et ça, c'est hyper important. Tu mets en évidence ce que souligne pratiquement quotidiennement Full Panda, c'est l'acte social qui est présent dans tout acte ludique finalement, quoi. Ouais. Et que ce Interaction. soit un acte social, ça peut être un acte silencieux, hein, bien sûr, on est bien d'accord. On est pas forcément justement. On est dans un langage qui a ses propres codes. Moi, j'adore les jeux où on parle pas. Oui, ils parlent pas, ils communiquent pas. Mais si, on communique. On communique pas moins que 20 000 pays qui assistent à un concert et qui causent pas non plus. Ils sont juste là pour écouter un langage commun. Ils ont communié, j'en suis persuadé. Mais autour d'un jeu, moi, The Mind, j'adore. On cause pas, mais qu'est-ce qu'on communique dans The Mind, quoi. Ou un gros jeu de stratégie comme ça où pendant une demi-heure on pète pas un mot parce que on réfléchit, machin. On communique et on a un langage avec des gestes ludiques. Un geste ludique, c'est je pose un pion, j'avance, je retourne une carte, je peux même poser une question, je veux dire, mais une question dans le jeu, je veux dire, c'est un geste ludique. On communique comme ça, en fait. Et donc voilà, c'est des relations sociales qui sont tout à fait spécifiques et qui sont hyper salvatrices, quoi. Parce que je pense que la plupart des gens, et ça je l'ai appris dans ce métier-là, la plupart des gens sont timides, en fait. La plupart des gens sont timides. Moi, au début, à la base, je suis un grand timide. Je pensais que j'étais le seul, mais en fait, 80% des gens sont timides. Et donc, on a besoin de. Enfin, après, c'est pas la timidité, c'est la pudeur, en fait. Et donc, le jeu permet d'entrer en relation avec de manière différente, alternative aussi. C'est hyper riche, en fait. Ça permet de s'exprimer, de découvrir plein d'autres choses, en fait, insoupçonnées. Ouais, effectivement, c'est ce qui se passe. Ben, c'est vrai que quand tu disais Pascal Derue, comme quand tu l'as cité, effectivement, c'est aussi il a écrit plusieurs bouquins là-dessus. Vraiment ce plaisir de jouer et tout ce que ça crée de magique, en fait, quasiment autour de la partie de jeu. C'est vrai il faut pas voir que le verbal, il y a le non-verbal aussi. Enfin, il y a vraiment un tas de choses à analyser. Et en fait, voilà, c'est beau à contempler, en fait, rien Tout à fait. rien que tout ça, quoi. Donc, Et pour ça, moi, je fais un métier passionnant parce que j'arrête pas d'observer les gens quand ils jouent, quoi. Et alors, on peut regarder des gens qui jouent et dire, oh, bah, ils jouent, ouais, c'est pas intéressant. Ou alors, on regarde vraiment les gens qui jouent. Et là, c'est passionnant parce qu'il n'y a pas un seul groupe et j'arrête pas de le faire pourtant. Et je m'emmerde pas, quoi. Moi, des parties de suspense, des parties de compatibility, mais j'en ai animé, je sais pas, moi, 500, quoi. Bah, compatibility, je crois que j'en ai animé bien 300 parties. Il n'y en a pas une qui se ressemblait. Et je suis pas là en train de dire, oh, encore. Non, à chaque fois, je m'éclate comme un fou parce que ça va être différent. Les gens vont réagir de manière différente. Je vais apprendre d'autres choses sur les gens et tout, quoi. Bon, là, après, il faut être passionné, c'est sûr. Enfin, comme un type qui joue pour la 300e fois la représentation de la même pièce de théâtre. Hein, ça va être toujours différent. Moi, c'est un truc que je comprends pas parce que je l'ai pas vécu. Quand j'entends les comédiens, ils disent ça, je dis ah bon, 300 fois, ils disent waouh. En fait, je fais la même chose avec les animations. Donc, oui, et l'idée, donc c'est pas que ça non plus, parce qu'il y a quand même un gros travail aussi par rapport à un festival qui a lieu chaque année. ouais. Certains Je t'aime. Certains je t'aime. Bon, alors là aussi, c'est une longue et belle histoire. Je vais la faire rapide, mais Mmh. alors c'est dans le contexte en fait historiquement l'UDO, ça s'appelait secteur ludothèque et historiquement et encore maintenant, l'UDO en fait et la COCOF subsidie les ludothèques bruxelloises, comme tu disais, il y en a une trentaine. Pas grand-chose. Il faut bien savoir que Ouais. c'est 2500 € par an, hein, super, avec ça ils vont loin. Donc vous enlevez à peu près 2 zéros par rapport au subside des bibliothèques, mais bon, c'est comme ça. Mais il faut savoir que les ludothèques à Bruxelles, il y en a une trentaine, il y en a 15-20 qui sont vraiment actives, elles sont toutes actives, c'est pas ça, mais que nous on connaît vraiment bien, et c'est une grande famille en fait. Et donc c'est devenu beaucoup plus. En 10 ans, j'ai vu l'évolution, quoi. Vraiment, c'est des gens passionnés, passionnants. C'est pas forcément tous des geeks, des passionnés de jeux.
Mais c'est tous des gens qui ont un cœur qui ont une approche socio-culturelle du jeu, et comme outil et tout. Et donc voilà, c'est tous des belles personnes. Il y a plein d'échanges aussi qu'on fait. C'est une grande famille, vraiment, c'est devenu une grande famille. Grâce notamment, et ça c'est pas moi qui l'ai mis en place, mais on se réunit assez souvent. Maintenant, on fait des tests de jeux en fait tous les mois. Enfin, même pendant le Covid, on le faisait par Zoom. Mais voilà, on fait des tests de jeux tous les mois en fait, où nous on sélectionne des jeux et puis on en débat. Et maintenant, le niveau du débat sur les jeux, ça va loin avec les bibliothécaires en fait. Et c'est génial quand ils parlent de moi avec mon public, je vais l'animer comme ça, la réaction et tout. Enfin, c'est assez passionnant. Et donc, c'est vrai que la cerise sur le gâteau de ce travail de subsidiation et de fédération des ludothèques bruxelloises, c'est les rencontres Je t'aime. Les rencontres Je t'aime, c'est un festival qui a lieu fin novembre, qui est très grand public. Donc c'est vrai que les geeks qui nous écoutent, et dont je fais partie aussi, dans ma vie privée, je suis geek. Dans ma vie professionnelle, je ne le suis pas. Ne connaissent pas forcément, mais voilà, les rencontres Je t'aime, ça a commencé il y a 10 ans. C'est une proposition d'IAPACA, qui est un service contre la maltraitance de la Fédération Ligue Bruxelles. Enfin bref, on a commencé. Moi, j'étais bénévole. En fait, je travaillais même pas avec Cocoff. On avait commencé au Botanique et on avait 5 ludothèques. Et j'étais tout seul à faire ce truc. Je me souviens la veille, je plantais mes petits clous, mes petits fagnons. Enfin bon, c'était quand j'y repense, il faut être complètement taré. Et puis voilà, enfin bref, de fil en aiguille, ça a bien marché. La Cocoff a repris. Moi, j'étais engagé à la Cocoff. On a repris ce festival. Et puis après, on était au Hall Saint-Géry. Donc l'idée, c'est vraiment les ludothèques bruxelloises et associations ludiques maintenant, genre Let's Play Together et ainsi de suite, qui accueillent le public le dernier dimanche du mois de novembre pour montrer ce qu'ils font en fait. Et donc on est évidemment, c'est pas là que vous allez trouver Marvel, Kemet et le dernier Karnak. On est dans du jeu. Ils ont tous leurs spécificités. Donc il y en a qui vont être dans le jeu de construction avec des caplas, il y en a qui vont être dans le jeu de règles, le jeu de cartes, d'autres qui vont être il y a l'ONA, qui maintenant s'appelle Éclat, donc l'Office national des aveugles. Au début, on dit ils font les jeux pour les aveugles, mais c'est passionnant ce qu'ils font. Ils sont géniaux en fait. Ils adaptent des jeux, mais en plus ils font des beaux jeux. Alors vous dites c'est pour les aveugles, oui, mais alors c'est pas parce que les gens sont malvoyants qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des beaux jeux. Et il y a le toucher, il y a plein de choses. Donc ils ont une approche en fait qui m'apprend plein de choses en fait sur le jeu. Donc je me nourris énormément de tout ça aussi, et on se nourrit tous en fait de tout ça. Et voilà, il y a la ludothèque des Marolles dans la maison des jeunes, c'est absolument extraordinaire. Moi j'ai vu les petits gamins, ils avaient 6 ans au début, maintenant ils en ont 16 et maintenant ils animent. Il y en a même maintenant qui nous aident en fait à organiser les rencontres. Ces gamins, c'est génial, quoi. C'est eux qui animent en fait. Donc la ludothèque des Marolles, ils arrivent et c'est les gamins en fait de 6 ans. Ils ont 6 ans, ils connaissent les règles et les gens qui arrivent et les gamins ils animent, quoi, les ambiances, voilà. Et donc c'est vraiment toute cette diversité là. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est très belge, c'est très bruxellois, c'est très brol. Il n'y a pas une ludothèque qui se ressemble. Alors, les gens ils disent ce serait bien qu'on ait une carte unique d'une ludothèque à l'autre. Je dis pourquoi? De toute façon, vous n'allez pas faire toutes les ludothèques de Bruxelles. Elles sont toutes différentes, elles ont des tarifs différents, c'est jamais cher, mais fonctionnant. Donc voilà. Et moi, j'adore cette diversité là, quoi. Bref, je fais vite, mais c'était il y a 10 ans le début. Et cette année, l'année dernière, on devait fêter les fameux 10 ans des rencontres Je t'aime au Hall Saint-Géry, puisque maintenant on est au Hall Saint-Géry. Et puis, évidemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu le Covid. Et donc, on a dû... vous avez vécu aussi ça. On a dû annuler 2-3 mois avant. On s'est dit, effectivement, c'est plus possible. Donc, on a fait une chouette édition. On s'est retourné très, très vite, en un mois, même pas. Une chouette édition virtuelle, sur la plateforme et tout, avec IAPACA. Parce que maintenant, il faut savoir qu'on était tout seul il y a 10 ans, mais maintenant, les rencontres Je t'aime, le dernier week-end de novembre, il y a 11 ou 12 villes en Wallonie en fait, qui organisent les rencontres Je t'aime. Donc ça a fait des petits en fait, et ça c'est génial aussi, puisque le tout est chapeauté par IAPACA, qui lui, IAPACA en fait, ils sont à l'échelle de la communauté française. Et donc voilà, ici pour les 10 ans, cette année on va faire les 10 plus 1 an. Je vous passe les circonvolutions parce que finalement on ne sait même pas encore comment et où on va le faire. On s'est un peu fait virer les Halles Saint-Géry de manière malpropre, mais bon bref, restons polis, bref c'est comme ça. Donc voilà, on espère, je ne sais pas si je peux le dire, mais allez, on espère, on verra bien qu'on va pouvoir faire ça à Tour et Taxi, dernier week-end de novembre. Et alors ce qui est génial, c'est que là, les 10 ans, il y aura ludothèque et autres, mais surtout en fait on est en train de monter un colloque qui s'appellera la médiation par les jeux, où on va voir un peu en quoi le jeu est médiateur. En quoi le jeu peut être médiateur dans la pédagogie, le soutien aux apprentissages, comment le jeu peut être médiateur par rapport au handicap. Et est-ce qu'un auteur de jeu est un médiateur en fait? Est-ce que l'auteur de jeu pense à passer un message en fait? Est-ce que l'auteur de jeu pense à ça ou pas?
Voilà, donc on va être à la fois dans le socio-ludo-pédagogique et à la fois vraiment dans voilà, des éditeurs et autres qui vont venir, tous aussi sympathiques et compétents les uns que les autres. Donc voilà, un colloque un peu inédit. Et puis, une grande exposition sur le jeu de société belge, montée par Michel Van Langendonk, éminent ludologue, qui est en train de travailler comme un fou sur cette exposition. Oups là, j'ai une batterie. Attendez, je vais brancher ma petite touche parce que sinon, je vais vous quitter subrepticement sans batterie. Hop, Non, vas-y, branche ton alimentation parce que c'est en fait. fait, là, on est accroché à ton discours et ce serait dommage que tout d'un coup, tout Voilà. disparaisse. Et donc voilà, ça va être une exposition tout à fait inédite qui va durer 2 mois, on espère, qui va balayer un peu l'historique, les vieilles pièces. Je sais pas où est-ce qu'il a été chercher des trucs qui datent de je ne sais où. Enfin bon, ça c'est Michel. Il va nous sortir des anecdotes et des trucs de fou. Tout à l'heure, il me racontait encore la première soirée jeu organisée par la duchesse de Brabant en 1400, je ne sais quoi, où elle invitait l'évêque pour jouer à des jeux de cartes. Enfin bon, bref, c'est Michel. Donc ça va être plein de petites anecdotes comme ça, avec des jeux en vitrine évidemment. On va être dans une exposition un petit peu aussi, voilà, c'est muséal, c'est aussi du patrimoine, mais ça va être très contemporain aussi, hein, avec des évolutions prototypes, des auteurs et autres et éditeurs belges, hein, parce que bon, tout le monde le sait, on est les meilleurs du monde. Et donc, ça vaut le coup. Enfin voilà, bref, on va faire un peu cocorico par rapport à la Belgique, mais pas pour faire cocorico, mais c'est parce que c'est intéressant de voir comment ça se passe. Donc voilà, ça va être une chouette grande exposition qui sera ouverte aux écoles, avec des animations aussi, avec, on l'espère, un escape bag qui va pouvoir animer l'exposition. Voilà. Donc voilà, les 10 ans, on avait vraiment envie de mettre le paquet. On espère qu'on y arrivera avec le Covid, le machin, le truc. Vous savez mieux que moi ce que c'est que d'organiser un événement. Il faut pouvoir se retourner à chaque fois. Voilà. Il faut surtout s'adapter. Tu parlais d'adaptation de jeux, mais là, en l'occurrence, on sort toutes nos ressources d'adaptation, en termes de création d'événements et voilà et à la fois le public aussi doit s'adapter, mais en même temps, il s'adapte dans son quotidien Tout à fait. donc voilà et tu soulignais effectivement, Michel Van Langendonk qui a des ressources, c'est inestimable et alors, juste un truc qui est hallucinant, c'est que, outre comment dire? Il fait appel évidemment à ses archives, mais il découvre, c'est un curieux, c'est un passionné et au quotidien pratiquement, il découvre de nouvelles anecdotes, j'avais envie de dire, mais de nouvelles ressources justement à partager avec les gens de son entourage et avec le grand public pour certains événements effectivement, quoi. Ah ouais, non, c'est un fou furieux comme on les aime, hein. Ouais, voilà, il peut faire 400 km pour aller chercher une boîte de Laurent Hafner et dire: «Ah, t'as vu, j'ai trouvé la boîte de...» Je dis: «Ouais, c'est pas, voilà, enfin, bref, c'est génial.» Voilà, les passionnés comme ça, c'est assez génial. Et on espère pouvoir faire un catalogue, en fait. On espère de pouvoir faire un catalogue après, en fait, de l'exposition pour ressortir tout mon exposition. Le colloque, on espère, là, on est en train de voir, bon, ça c'est une question de budget, mais de pouvoir faire une captation en direct aussi pour avoir une archive derrière aussi de la ressource. Parce que je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui vont ressortir. Voilà, et puis bon, on va ouvrir ces rencontres aussi un peu, on va élargir la sphère aussi. On voudrait un peu, bon, on est très nous dans le jeu de règles, hein. Pas que, mais voilà, et on aimerait bien élargir un peu vers l'école du cirque, parce qu'on a Tour et Taxi en plus, si jamais on est là. Ouvrir, on va faire un grand quiz en live, en fait, on a un groupe, elles sont 2 ou 3, un quiz live en fait, ce genre de truc. On a une grosse animation qui s'appelle le Big Team Game aussi, qui va reprendre des mécaniques de jeux de société, mais par équipe, un peu décalé, tout ça. Donc voilà, on est en train de mettre ça en place. On va essayer de mettre les petits plats dans les grands, espérant qu'on pourra quand même plus ou moins remplir Tour et Taxi, parce que Tour et Taxi, c'est immense. Et voilà. Ouais, après il y a Ouais, plusieurs mais salles, plusieurs formats de ouais. Ouais, mais là, on serait carrément dans la gare maritime, là. Ah oui, oui, d'accord. oui. Pour avoir été animé aussi côté Alcingérie, c'était blindé de monde, quoi. Franchement, Ouais, c'est pas plus mal que ce soit un autre endroit parce que le ouais. passage était difficile pour les personnes tellement qu'il y avait du monde. Oui, alors, Donc, Léa Saint-Géry, nous, ce qu'on adorait, parce que pour ceux qui connaissent, c'est un endroit qui est pas pratique. Alors, en plus, je vous dis pas pour organiser les choses de manière logistique, ouais. enfin,
c'est l'enfer. Mais il était intéressant parce que c'est un lieu culturel et comme nous on défend, Oui. c'est pas encore dit, on défend très fort le jeu comme un objet culturel. Bah voilà, les gens disent oh tiens dans un truc où normalement c'est un peu bah bon pas que mais bah voilà c'était intéressant quoi, c'est vraiment intéressant. Puis en plus on est sur la galerie donc en fait il y a une sorte de circulation et de regard intéressant en fait. On n'est pas dans les Mhm. petites salles et nous on voulait vraiment ça quoi. Avec les mousses pour la psychomote au milieu dans le puits entre guillemets donc tout le monde le voit. Enfin il y a une belle circulation. Mais Mhm. voilà, là c'est compliqué, ouais, le Saint-Géry, donc Mhm. on va devoir trouver d'autres alternatives. Quoi. Bien, J'aimerais te bien, poser bien. une question, un peu plus technique. Je viens d'y penser en fait, enfin, pendant que tu étais en train de parler en fait. Chez l'idéo, en fait, vous avez une approche donc un petit peu de recherche, mais en même temps, une approche aussi où vous mettez vraiment en application en fait, heu, beh, enfin, le résultat finalement de vos observations, de votre travail de recherche. En fait, est-ce que c'est une décision, une volonté initiale en fait? Ou c'est au fur et à mesure, vous vous êtes rendu compte que, beh, tiens, on recherche, on essaie d'organiser, mais on va faire les choses en pratique aussi? Ouais, c'est une très bonne question. C'est une question d'évolution en fait. Hein. Enfin, tout bêtement, on avait une ludothèque ouverte au public à Saint-Josse, hein, et puis ben, on s'est rendu compte que c'était chouette, mais que bah, ça nous prenait beaucoup de temps. On a appris énormément, hein, surtout à Saint-Josse. Et après, on s'est dit quand même, on est à la COCOF, hein, donc en fait, moi je suis très sensible à ça, mais moi je suis fonctionnaire et je suis payé par l'ensemble de la région bruxelloise. Donc il n'était pas normal qu'on offre un service exclusivement pour Saint-Josse en fait. Il y avait un truc qui n'allait pas quoi. Et on commençait à avoir la prétention d'avoir des compétences et des expertises qu'on pouvait essayer d'exporter un peu plus loin vers les professionnels. Et on était sollicité par plein de professionnels, mais on n'avait pas le temps de répondre à leurs demandes. Et donc on a évolué comme ça, en fait, si tu veux. En fait, on n'est pas parti vraiment de quelque chose de théorique, hein, on était très très dans la pratique, en fait, dans l'animation, dans le conseil et autres. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, là, dans notre équipe, on n'arrêtait pas de causer entre nous, de se dire, ah ouais, tiens, j'avais pas vu ça. Et encore maintenant, encore aujourd'hui, là, on a eu des débats pendant 1 heure, dire ah ouais, mais tiens, c'est dingue ce qui s'est passé en préparant une formation, dire ah ouais, mais tel jeu, ce qui se passe et tout, en rencontrant des gens. Donc voilà, en fait, on n'est pas des théoriciens. Voilà, on a lu des bouquins, Huizinga et Duflo, et on a nos références. Mais ça, il y a des gens qui le font très très bien, on s'en inspire, voilà, on discute beaucoup avec eux. Mais nous, on est vraiment dans, ouais, je sais pas, dans la réflexivité par rapport à des expériences qu'on voit avec les gens et par rapport à nos propres expériences aussi, quoi. Et d'ailleurs, je me permets de faire la transition moi-même, mais on a un projet, enfin on aimerait bien initier, on est en train d'initier, on va voir si ça marche, un énorme projet en fait, voilà, on n'aime pas, voilà, on n'a pas envie de prôner le jeu pédagogique, mais on a envie de prôner le jeu dans les écoles. On a fait un beau projet il y a 4-5 ans, une école Le Tilleul P12 à Anderlecht. On a suivi pendant 1 an une classe de 4e. On a un film d'ailleurs, voilà, je pense que vous avez le lien. Et on s'est rendu compte de la richesse énorme qu'on pouvait avoir en introduisant le jeu de manière structurelle dans une classe. Et donc pas seulement on joue le vendredi à 16h, juste avant 16h15, ou voilà. Mais en fait, pour caricaturer, nous, ce qu'on voit dans nos observations, c'est que c'est efficace quand c'est sur la longueur. Et pas, même des stages, en fait, c'est la réflexion qu'on s'est fait récemment. On a été voir un stage de jeu de société, super, hein, par une école de devoirs, pendant 1 semaine, ils ont fait un stage, mais en fait, c'est pas ça le plus efficace. Le plus efficace, en fait, c'est de pouvoir intégrer le jeu comme une mentalité, comme une manière d'apprendre sur la longueur. Et le jeu de règles en particulier, donc le jeu de société, le jeu de société d'édition, hein, pourquoi pas. Et donc voilà, on est en train de réfléchir à mener une recherche appliquée sur comment introduire de manière structurelle le jeu à l'école, et je dirais même qu'il soit enseigné comme on enseigne le sport. Oui. Parce que c'est une matière hyper transversale, comme le sport, qui apprend les valeurs, parce que pour nous, le jeu n'apprend pas, il met en expérience. Le jeu n'apprend pas à respecter les règles. Je veux dire, on n'est pas des moines, on n'est pas là, on ne va pas apprendre à respecter les règles. Mais ça met en expérience par rapport à ce que c'est la règle. Ça met en expérience par rapport à ce que c'est un rapport social. Ça met en expérience par rapport à mon rapport aux autres, à la réflexion, tout ça. Ça me permet de me connaître et plein de choses. Mais en dehors de tout, évidemment, dans le jeu, je peux me planter, c'est pas grave. Donc voilà. Donc on est vraiment là-dedans. Et on se dit que de manière structurelle, en fait, on pourrait vraiment introduire le jeu. Et c'est l'occasion, puisque il y a de nouveaux programmes qui vont sortir, Pack d'excellence et tout ça. Et donc il y a des brèches, en fait. Et quand on lit les nouveaux référentiels pédagogiques de la communauté française,
des trucs de travailler la confiance en soi, des trucs, on se dit, mais c'est incroyable, quoi. C'est typiquement ce que nous, on fait avec le jeu. Et donc, il n'y a qu'à mettre des trucs à côté. Et donc, voilà, là, on va essayer de lancer une recherche avec des vrais chercheurs, ce que nous ne sommes pas, pour voir si c'est pertinent, tout simplement, pouvoir peut-être, et pouvoir avoir des arguments pour éventuellement convaincre des politiques, pour pouvoir, ça c'est le rêve, hein. Ça se trouve, dans 6 mois, je reviens, je dis, bon, ça marche pas, hein. Mais voilà, on est en train vraiment de travailler là-dessus. Ça, c'est vraiment notre grand rêve. Alors, c'est paradoxal parce que nous, on dit, ouais, le jeu, c'est le plaisir, puis on essaie de l'introduire dans les écoles de manière ludopédagogique, hein. Mais c'est un paradoxe, quoi, avec lequel on vit très bien parce qu'il n'y a pas de. Voilà, finalement, pourquoi l'apprentissage du plaisir devrait être opposé, quoi. Conscience aussi, voilà, par rapport aux personnes qui arrivent. Mais par contre, pour rejoindre ce que tu disais même précédemment, l'univers du jeu, tu as besoin, en tout cas en termes de pratique, de faire un peu ce que tu fais dans ta création, c'est de laisser mûrir un peu les choses aussi, quoi. C'est-à-dire d'avancer pas à pas avec l'expérience que t'ont transmis certaines personnes. Je parle là en termes d'animation. Et à la fois pour les élèves, pour les plus jeunes, il faut qu'ils aient le temps de s'approprier aussi l'univers, quoi, finalement, quoi. C'est pas simplement une activité ponctuelle, comme tu le soulignais, une fois par semaine. C'est mieux que rien, certes, mais si ça peut être inclus dans ne serait-ce que symboliquement, avoir des plages réservées toutes les semaines dans l'agenda de la classe, et qui soit dédié à cet univers-là. Ça, c'est déjà quelque chose de très important parce que clairement, tu t'appropries cet espace, en fait. Clairement, et c'est vu que c'est une culture, hein, Mm. là, je ne sais pas, parce que de toute façon, j'étais très éclairé, moi, ici, mais bon, bref. Vu que c'est une culture, c'est sûr qu'il y a des codes à avoir. Je pense la première fois qu'on va au théâtre, et puis on y va, il y a des codes, et puis voilà, on joue avec ces codes, c'est ce qui nous rend humains aussi, quoi. Et donc on a quand même cette intuition, on va pas dire qu'on est persuadé parce qu'on est persuadé de rien, mais avec les expériences, les retours qu'on a et tout ça, c'est vraiment basé là-dessus, hein, sur des retours d'expérience en fait, hein, les nôtres et qu'on nous dit. On a vraiment cette intuition que c'est sur la longueur que ça va se faire et que c'est une mentalité. Moi, depuis que je suis gros joueur, moi, ce que je dis toujours, moi, passer l'aspirateur maintenant, c'est un jeu, quoi. Faire la vaisselle, c'est un jeu. Moi, tout est jeu maintenant en fait. Je vais au boulot, je suis devant un gros dossier où il n'y a pas de solution, mais c'est un jeu. J'essaie de le prendre comme un jeu, et ça ne veut pas dire que je travaille pas, et ça ne veut pas dire que je suis pas sérieux. Mais plutôt que de passer l'aspirateur en disant, oh putain, je dois passer l'aspirateur, c'est chiant, je vais dire, oh bah tiens, je vais te passer l'aspirateur, mais je vais le faire comme ça, je vais le faire comme ça, je me fais un défi. Et donc en fait, c'est une mentalité qu'on a en fait, qu'on peut acquérir. Et donc, même, et on l'a bien vu à P12, le projet qu'on a mené, sur lequel on a fait le film, les gamins le disent, les interviews des gamins, hein, qui reviennent, et on leur a pas soufflé les réponses, hein, ils le disent eux-mêmes, en fait, hein, qu'au début c'était dur, même Double, ils comprenaient rien, hein. Et puis à la fin, après, ils comprennent Double. Et puis ils se rendent compte que, ah tiens, la petite Rania qui était dysphasique, qui parlait pas beaucoup, parce que voilà, tout d'un coup, elle est super performante à Double. Ouah, putain, Rania, on la regarde autrement. Et donc, et après ça, les mécanismes de verbalisation, ça c'est super important quand on demande aux gamins, non seulement où est-ce que tu as eu du plaisir. Oula, on me demande, moi, où j'ai eu du plaisir. Bah ouais, mais je suis à l'école. Mais alors, tu peux avoir du plaisir à l'école, hein. Ah d'accord, ok. Ah ouais, moi j'ai bien aimé ça, j'ai pas aimé ça. L'autre gamin il dit, ah non, mais moi je préfère ça. Donc il se rend compte qu'ils aiment pas les mêmes choses. C'est pas pour ça qu'ils vont devoir se taper dessus à la récré, hein. On peut très bien vivre ensemble comme ça. Et puis ils vont se rendre compte ils vont dire comment ils ont joué et comment ils ont gagné. Et ils vont se dire, moi j'ai fait comme ça, et l'autre va dire, ah t'as fait comme ça, non, moi j'ai plutôt fait comme ça et tout. Et après ça, on se rend compte qu'à force, dans les apprentissages, ils font de la métacognition, et ils commencent à se connaître, et ils commencent à voir comment ils fonctionnent, et un peu grâce au jeu. Beaucoup grâce au jeu même. Parce qu'ils commencent à connaître, voir comment fonctionne leur cerveau, là où ils ont même, alors ça c'est intellectuel, mais c'est aussi de manière émotionnelle, là où tout d'un coup ils vont péter les plombs. Dans l'injustice ou pas. Et puis on a eu voilà, bref, on va pas répondre les heures une fois de plus, mais on a eu comme ça des trucs d'un gamin oui, l'école c'est pas son truc en fait. Donc dans la classe, ben ouais, c'était pas facile pour lui. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'il a une certaine maturité et que c'est un médiateur incroyable. Et c'est lui qui à chaque fois disait, allez les gars, c'est pas grave. Ouais, gagner, perdre, c'est pas grave et tout. Et donc il a trouvé sa place grâce au jeu en fait, parce que c'était une manière alternative en fait de faire un pas de côté. Et tout d'un coup, dans ce pas de côté, on lui a laissé une place en fait pour s'exprimer. Et le jeu a permis ça, quoi. Donc voilà, il est hyper riche par rapport à tout ça. Et donc effectivement, c'est pas du ponctuel qui fonctionne. Ça va être toute une approche et dans la longueur, quoi, clairement.
Ouais, c'est vrai qu'on pourrait en parler encore des heures, je pense, parce qu'il y a plein d'autres trucs qui me viennent en tête. Et c'est vrai que c'est toujours super, quoi. J'ai exactement le même esprit d'être tout jeu comme ça, même dans des petites tâches et tout, même les plus administratives possibles, quoi. Quand il faut classer, moi j'adore ça parce que j'ai l'impression de faire un jeu, justement. Moi aussi. C'est un truc de fou. Donc les gens ne comprennent pas toujours, évidemment, quand ils n'ont pas cet état d'esprit, mais c'est vrai que ouais, quand tout devient ludique, c'est beaucoup plus chouette. Et voilà, ne jamais opposer le jeu au sérieux, quoi. Ouais, non. Quel philosophe classique disait ça? Enfin voilà, on n'est jamais plus sérieux que quand on joue, quoi. Mhm. Et les enfants sont là pour nous le montrer tous les jours. Donc, je dirais pas restons enfants parce que c'est pas le propos, mais continuons à faire vivre l'enfant qui est en nous forcément par rapport à ça, Ouais, quoi. c'est ça. Et Ouais, arrêtons. c'est cet esprit ludique, finalement, on est avec presque, c'est quasiment de l'inné, je crois, parce qu'on le retrouve partout, même dans le monde animal. Donc, c'est vrai que c'est dommage de le perdre au moment adulte, cet esprit ludique, quoi. Donc, il faut juste garder cet esprit Ouais, toujours. ouais. Et surtout vraiment dire que voilà, Mm. le jeu n'empêche pas le sérieux, et bien au Pas du contraire. tout. Donc voilà. Voilà. Et l'apprentissage n'empêche pas le plaisir, et ainsi de suite, quoi. Ça, c'est Voilà. parfait, ça. Et là, ça fait déjà 1h15 qu'on est en antenne. On va tout doucement clôturer du coup parce que voilà, sinon on est encore parti très très loin. Ouais. En tout cas, déjà merci d'avoir balancé toutes ces infos, autant l'actualité ludique que l'actualité ludéo. Parce que là, voilà, il y a de quoi suivre encore autant en tant qu'auteur ou en tant que travail chez Ludéo. Il y a pas mal de choses, donc très très cool de nous avoir partagé tout ça. Ben, merci à vous pour votre écoute. Et bravo Et, aussi d'arriver à poursuivre finalement mm, tous ces projets dans ces différents univers qui tournent autour du monde du jeu, certes, mais qui sont quand même dans le quotidien des espaces différents, quoi. Donc, moi, je suis un peu bluffé, quoi, finalement, que tu arrives mm. à concilier toutes ces choses-là. Mais enfin, bon, c'est vrai qu'avec la passion, on arrive à faire des merveilles, et tu en es Ouais. l'exemple. Puis Bien. tout se nourrit, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais c'est vrai que moi, mon boulot d'auteur m'apporte énormément en animation, et mon boulot d'animation m'apporte, enfin, le chef de projet, mener des projets, ça m'apporte énormément, en fait, dans la création aussi, quoi. Et ça, c'est assez passionnant, tous les ponts qu'on peut faire, en fait, entre les deux. Donc voilà, ouais, bah voilà. Et puis en plus, c'est vrai qu'après, je passe mes nuits et mes soirées à jouer avec des potes, donc voilà. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est pas que ça non plus, hein, mais Ouais, ouais. les journées et les nuits sont bien remplies. Mais comment fait-il? Est-ce que tu ne ferais pas la sieste au bureau l'après-midi après manger, par hasard, pour pouvoir tenir Ça dans m'arrive. tout Petit quart d'heure qu'il faut. Ouais, ouais, c'est ça. petit quart d'heure, écoute, je te raconterai hors émission. Mais moi, pendant des années, dans le cadre de mon activité professionnelle, fait une sieste d'un quart d'heure après manger tous les jours pendant des années. Et c'est un peu comme les marins, et ça te permet de te rebooster pour la suite, quoi. Ah, mais tout à Oui, fait. alors nous allons passer maintenant à la rubrique juste avant de clôturer. Alors tu étais pas au courant parce qu'on l'annonce jamais, mais t'inquiète pas, ça fait Les pas mal. fidèles le savent. La fameuse rubrique, alors on n'a toujours pas trouvé de nom. Au début, on s'est dit: «Té, c'est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe», et on lui a trouvé un petit nom rapide et on n'a toujours pas changé. Finalement, c'est pas mal. Ce sont les 3 questions. On fait ça à chaque nouvel invité. Donc tu vas y avoir droit maintenant, et puis la prochaine fois, tu en seras dispensé. Les D'accord. 3 questions de Full Panda. Donc tu n'es pas obligé de répondre, mais tu verras, ça fait pas. Oui, c'est 3 questions pas très enfin relativement faciles à répondre, avec des réponses relativement courtes. Donc voilà, c'est plus, le côté, voilà, fin d'émission, vite fait. Alors, il y a des réponses que je connais, mais je me dis: «C'est toujours bien aussi d'en parler avec les autres». Parce que justement, tu es un gros joueur, bah, voilà, tu joues beaucoup, et tout, donc je me dis: «Mais est-ce qu'il y a des jeux que tu n'aimes pas du tout jouer?» Alors, pas du tout, je dirais pas ça, mais je suis pas du tout jeu d'enquête, unlock et tout. J'avais pas compagne pour lui faire plaisir, mais ça m'emmerde. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, j'ai l'impression de réparer une machine à laver, en fait.
Je déteste ça. Voilà, il y a une solution, il faut la trouver. Voilà, c'est pas mon truc. Vraiment. Mm. Puis ça pue, et puis je les confonds tous, le détective machin, enquête de trucs. Enfin, ouais, non, vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi tout ce qui est lié au chant, non? Tout ce qui est lié au chant, ouais, tout à fait, j'ai beaucoup de mal. Mais je travaille beaucoup là-dessus. Je suis très complexé et à juste titre par ma voix de casserole. Et donc dès qu'il faut chanter, pour moi, c'est extrêmement difficile. Voilà, j'arrive grâce aux jeux, à des jeux comme Zik ou quoi, j'ai réussi à me ridiculiser en le vivant plus ou moins bien. Donc voilà, ça va, mais j'ai du mal. J'ai Ça, beaucoup de c'est mal. bon signe alors. Tu travailles là-dessus, quoi, grâce au Ouais, jeu, justement. grâce au ouais. Je me disais, justement, quand tu es dans la création de jeux, il y a pas mal d'univers différents, j'ai quand même noté. Est-ce qu'il y a un univers auquel tu n'as pas encore créé de jeu, ou peut-être en train, et c'est peut-être indiscret, mais il y a un univers de jeu en tout cas un univers de manière générale, qui t'attire particulièrement, quoi? Bah, c'est vrai que j'ai fait les pirates, j'ai fait l'espace. Oui, en tout cas, il y en a un qui m'attire particulièrement, c'est tout ce qui est précolombien, Inca, et ensuite je suis en train de travailler sur un prototype sur Nazca. Je ne sais pas si vous connaissez Mm. la civilisation des Nazca, qui est complètement fascinante. Donc ça, c'est vraiment, voilà, je retournerai un jour en Amérique latine, et moi je suis fasciné par les constructions Inca et la Pachamama et toutes ces philosophies. Et je suis en train de faire un jeu aussi qui s'appelle Rapacha Luna. Voilà. C'est les Boliviens qui ont pris le pouvoir en 4222 après Jésus-Christ, parce que c'est les seuls qui ont la capitale encore en dehors de l'eau, en fait, et c'est eux qui vont terraformer la Lune pour se sauver. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est précolombien et autres, ça me fascine assez. Je suis pas très jeu d'espace quand j'y joue, mais c'est vrai que j'ai quand même fait la septième compagnie. Mais quel lapsus débile. La Hope, la sixième dimension. Ouais, non, c'est vrai, les univers, je sais pas. Avec Geoffran, on a un proto sur un jeu de golf. Alors, c'est pas un univers, on n'arrivera jamais à le vendre, celui-là, mais on adorerait. Enfin, voilà. Si Ouais, jamais il y a un éditeur qui fait un jeu de golf, on en a un super. Voilà. bah, écoute, on pourrait être étonné, hein, si vous faites Ça fait pas rêver, un je sais. chouette truc, un jeu de dextérité plutôt, ou quoi, Ah, même pourquoi pas? pas. C'est même pas un jeu de dextérité, même pas. Euh, voilà, j'ai l'impression que ça simule vraiment le golf. Mais bon, voilà, bref. Et je Ah, rêve de faire un jeu sur le foot aussi. Je ah, trouve que Alors là, écoute, on en parlera tout à l'heure, mais on te laisse nos contacts et si tu veux réfléchir sur des jeux sportifs, nous on est de très bons testeurs, on adore ça, quoi. voilà. J'avais une très belle mécanique de foot à un moment donné. Bon, elle était trop longue et tout, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais voilà, le foot est un sport. On aime bien, on n'aime pas. Je m'en fous de tout ce qu'il y a autour, mais en soi, tellement populaire, il y ouais. a une dramaturgie qui est exceptionnelle dans le foot, en fait, et que j'aimerais bien retraduire un jour en mécanique ludique, quoi. Ouais, bon, voilà, on verra bien. Pas mal, pas mal. Alors, la dernière question, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, je vais le dire, c'est l'endroit le plus peut-être insolite ou improbable, ou en tout cas que les gens ne pensent pas que c'est faisable, où tu as animé? Animé. Ouais. Alors, j'ai une expérience d'animation extrêmement dingue en Haïti. C'est un truc dont j'ai pas parlé, mais on a monté un réseau de ludothèques à Haïti, en fait. Bon, alors maintenant, je dis pas la merde que c'est le réseau et je crois qu'il n'existe plus. Mais j'ai été 3 fois là-bas, dont 2 fois on a fait des formations à Haïti. Des gens qui connaissent pas du tout ce que c'est le jeu de société, et on a fait des trucs de malade, en fait. Une formation vraiment des bibliothécaires, brillants bibliothécaires d'ailleurs, qui en a apporté les jeux d'édition contemporains, on a assumé que c'est très européen. Et comme ça, il y a 7 ludothèques qui ont un peu vécu, mais bon, la situation là-bas, pour ceux qui la connaissent, c'est très très compliqué. Et donc voilà, c'était des animations formation, enfin, c'est complètement fou, quoi. Complètement fou. Notamment, d'ailleurs, on a une vidéo de ça, j'avais envoyé à Mathieu Despnous, éditeur de Cocktail Games, de Rhythm and Bullet. Un truc, mais qui part en couille total, où c'est pas génial, quoi, génial. Voilà, ils ont accroché à plein de trucs, j'ai appris plein de choses sur le rapport au jeu qu'on pouvait avoir. Et on a fait une partie de loup-garou à Haïti. Moi, je ne savais pas en fait que le loup-garou fait partie du panthéon vaudou, en fait. Et donc, quand Ah, j'ai commencé, j'ai été hyper trash dans l'animation, enfin dans la formation, j'avais hyper trash dans le loup-garou. Et les mecs, il faut croire, enfin, là-bas, il y en a plein qui y croient vraiment au vaudou, et c'est pas une question de classe sociale ou quoi, hein. mmh. Et c'était dingue, quoi. Ils sont partis là-dedans, mais après ça, ils en ont parlé, mais pendant 3 semaines.
ouais, quand t'as dit ça, machin. Et ça, c'est des trucs d'animation complètement fous. Voilà, après, il y en a plein d'autres, hein, mais ici, elle est un peu insolite, quoi. Donc, c'était assez génial comme animation, quoi. Mmh. Pas mal effectivement comme expérience, quoi. Et Ouais. alors si mes informations sont bonnes aussi, j'aime bien toujours faire un petit travail d'investigation avant de recevoir un invité. Tu as aussi animé en prison? Ouais, alors, c'était un peu avorté. Je l'ai fait une fois. Et puis après, les portes se sont fermées. Ouais, et c'était dans l'aile psychiatrique à Saint-Gilles. Voilà, ouais, c'était impressionnant de pouvoir entrer en prison. C'est un univers que je connais pas du tout. Mmh. J'ai fait ça avec Nagia à l'époque, qui était la ludothècaire, qui est toujours la ludothècaire à Ouais. Saint-Gilles. Et c'était intéressant, mais bon, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'était imponctuel. Et donc, Mmh. moi, après, j'étais super frustré parce que je me projetais déjà dans, tiens, ce qu'on pourrait faire et tout. Et puis bon, ça s'est arrêté, quoi. Mais il y a des projets qui se font. D'ailleurs, je pense que comment ça s'appelle, je sais plus. Enfin, je pense que tu la connais aussi. Il y a Jacques-Marie Pruvot qui organise les rencontres Je t'aime pour l'UDO-ASBL, qui a un projet, qui a fait un projet aussi de création de jeux avec des détenus, des trucs comme ça. Donc voilà. Moi là, voilà, j'ai fait qu'une fois. Euh, C'était un peu frustrant. Et Ouais. je me suis rendu compte que c'était un univers qu'il faut connaître un peu quand même aussi, quoi. Ouais, en tout cas, je trouvais ça assez, pour ma part aussi insolite, parce que Ouais. voilà, c'est pas un truc qu'on y pense comme ça, quoi. Donc, on va jouer avec des détenus. Heu, Ouais, il y a pas mal il y a des initiatives qui se font en ce moment là-dessus, en mmh. fait. Donc, ils travaillent vraiment dessus, ouais. Ouais, Donc voilà, c'était ça pour les 3 questions. parfait. Bien, merci en tout cas à vous 2 pour cette, petite rubrique où en fait c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est censé être une petite rubrique qu'on fait à la fin et finalement, on apprend de nouvelles choses à chaque fois en fait, heu, voilà parce qu'on part de questions qui sont un petit peu, impertinentes, ou du moins, très dirigées comme ça. Mmh. Mais, effectivement à chaque fois les réponses c'est Et surtout des oui, c'est réponses. parce que voilà, ce que je dis, je connais un peu certaines réponses, soit de rencontres, ou l'autre avec d'autres personnages, comme tu dis Nagia, voilà quoi, c'est elle qui m'avait parlé de ça, du coup, forcément, voilà, j'aime bien mettre les petites anecdotes comme ça sur Ouais. le tapis. Mais Bien, moi, les j'avais oublié, tu vois, donc c'est-à-dire. Nous allons, bientôt conclure. Alors juste un petit rappel parce qu'on l'a pas fait, un petit rappel sur, l'initiative, Meeple Solidaire. Donc, vous allez sur la page Facebook, Meeple Solidaire. Il va y avoir le lien, j'imagine, dans le Ouais, chat qui va c'est apparaître. déjà affiché en Voilà, image de toute je vais façon. t'expliquer. Donc, on est en train de récolter des jeux, suite aux inondations d'il y a 3 semaines. L'idée, c'est de récolter des jeux. Donc, vous faites un petit paquet avec vos jeux et vous allez le déposer dans un des endroits qui se trouve sur la carte près de chez vous, disséminés dans toute la Belgique. Et nous sommes en train d'organiser la distribution à partir du mois de septembre. Donc, tout s'organise. Nous avons atteint un chiffre de la responsable, un petit peu la personne qui s'occupe un peu de coordonner tout cet événement. Chiffre qui date d'il y a 2 jours. Nous étions à 1200 ou 1300 jeux déjà récoltés. Si vous nous regardez de France, il y a un point mondial relais, je crois, qui est disponible, et le bar à jeux La Luck à Lille. Donc voilà, Meeple Ah. Solidaire. Allez voir sur la page, tout est expliqué. Sinon, au niveau de l'actualité à venir, Full Panda, comment ça se passe déjà pour la semaine prochaine? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est Alors, encore. pour la semaine prochaine, c'est le dernier live du BGF Mhm. et enfin, c'est le dernier avant le week-end du BGF, donc c'est le Avant dernier l'événement. live de la série des lives qu'on a fait en préparation et on va Mhm. présenter tout le programme du BGF. Ok. Donc, tous les lieux, qui seront disponibles, où seront les éditeurs, il y aura là, évidemment, où sera la bourse aux jeux, la protozone, qui aura lieu en ligne cette année. Donc voilà, on va vous expliquer un peu tout ça, toutes les animations qui sont organisées par nos partenaires. Donc il y a Et quand même un gros programme. les Donc on recevra 2 Charlotte sont et les Letty. 2 responsables et chefs du festival, de toute cette machine dont on vous a fait voir les coulisses au cours de certaines émissions, précédemment. Donc Charlotte et Laetitia qui seront, j'ai envie de dire nos invités, mais disons qu'on va se retrouver tous les 4, et Ouais, elles c'est ça. vont nous livrer un petit peu, tout ce qui va se passer pendant ce week-end qu'on attend avec impatience. Ouais, Et sinon, vous nous retrouvez, Full Panda et moi-même, mardi sur notre chaîne Twitch Tomorrow's Board Game Club.
Et avec toujours pareil, un late show du mardi soir où on s'amuse, on rigole et on présente quelques jeux. Bien, Olivier, un grand merci en tout cas. Merci à On va se recroiser très rapidement. Reste plus que quoi, même pas 2 semaines à attendre et puis on va se recroiser dans un point ou l'autre Au pendant le BGF. BGF. Tu sais où est-ce que tu vas être localisé, plutôt dans un endroit ou dans un autre, ou tu vas curioser un peu? Non, moi je pense le BGF, là, je serai là en plus cette année, donc je serai pas en vacances et tout, donc je vais aller m'amuser. Je pense que je vais jouer. Un petit tour des éditeurs, quoi. Ouais, j'ai même pas pensé. Ouais, je sais pas. Je crois que je vais y aller en tant que joueur beaucoup. Peut-être rencontrer un éditeur ou l'autre. Je vais voir. Je vais voir. On t'invite du coup à suivre le programme la semaine prochaine, comme ça tu sauras où aller. J'y serai. Bien, merci les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. On souhaite une bonne soirée à toutes les personnes qui nous regardent. Alors, on n'a pas eu beaucoup de messages dans le chat parce que les gens étaient pendus à tes lèvres, sûrement, Olivier. Mais il y a eu en permanence une bonne petite moyenne. De toute façon, il y a eu des gens qui étaient connectés. Et c'est comme ça aussi, hein. De toute façon, c'est un peu l'idée de Twitch, hein. Le pourcentage de gens qui interagissent dans le chat par rapport aux gens qui regardent simplement l'émission est très faible, et c'est pour toutes les chaînes et toutes les émissions, c'est comme ça. Et donc, mais ça ne veut pas dire grand-chose en fait, c'est juste que voilà, il y a quand même eu pas mal de personnes qui sont passées nous dire un petit coucou, en tout cas le penser très fort. Yes. Bien, les copains, merci encore, et on se retrouve À bientôt, à la prochaine. Et merci à Nico pour la réalisation de l'émission, comme d'habitude. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Et à tous. Ciao.